Ils sont partis dans les couloirs du temps. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro des couloirs du catch. Là on va repartir vers la WCW. Comment tu vas Messiah? Ça va très bien et toi Thomas? Ah bah ça va. Je pense qu'aujourd'hui t'es content parce que c'est une émission vraiment qui te tenait à cœur pour toi. Ouais c'est ça, et je vais carrément faire le disclaimer tout de suite. Va être une émission plus sur l'émotion et le ressenti, que plus que sur la chronologie, les détails, les machins. C'est juste parce que c'était l'un de mes catcheurs préférés quand j'étais gosse, quoi. Donc vous avez vu la miniature, c'est Scott Steiner. Big Papa Pam. J'allais le dire, tu me l'enlèves. Donc du coup, moi, je reconnais, comme je suis un peu sur l'émission sur le racisme qu'on va tourner très prochainement, Ouais. même si je vais plus l'appeler l'émission sur le racisme, on sera plus sur discrimination, enfin, je t'expliquerai en temps voulu. Mais là, Scott Steiner, c'est vraiment pour toi. Tu m'as dit que c'était ta Madeleine de Proust quand t'étais gamin, Oui. fan de lui. Tu nous as montré sur le Watch Along, sur le Discord. D'ailleurs, les amis, je vous encourage à rejoindre le Discord parce que c'est assez sympa, très bonne ambiance, et Messiah nous montre du catch japonais, Oui. mais de temps en temps avec des catcheurs malgré tout américains. Bah oui, je suis tombé sur des matchs parce que la New Japan était en partenariat avec la WCW dans les années 90, et du coup en fouillant des matchs et en discutant avec les gars du Discord, je suis tombé sur un match par équipe où il y avait les Steiner Brothers, il y avait les mecs de la NWO, mais au Japon. Ouais. Donc c'était sympa à regarder. Dommage que la fin est un peu spéciale. Avant que tu te lances, alors pour une fois j'ai très peu travaillé, c'est ce que je voulais dire. Voilà, moi je me suis vraiment, je t'ai laissé gérer toutes tes recherches. Des fois j'aide un peu pour le début de l'émission. Là c'est ton émission, fais-toi plaisir. Il était musclé, voilà c'est fini. Ah, elle était plus que musclée, hein. Ouais. Là on est au-delà du muscle. Et avant que tu te commences, n'oubliez pas on compte sur vous pour les j'aime, l'abonnement et les commentaires, et puis bien sûr. N'oubliez pas la cloche. Voilà, très important. On va essayer de pas partir en fou rire comme la dernière fois, même si ton clavier qui colle, tu m'as quand même tué. Ah bah là, pour éviter de partir en fou rire, je spoil déjà, j'ai pas repris les Steiner Mat à fond. D'accord. On va en parler, mais je n'ai pas repris la promo complète, quoi. Ouais, sinon c'est... ouais. Ah bah sinon on n'y arrivera jamais. Eh ben écoute Messiah, c'est parti, on y va. Donc Scott Steiner, Oui, de son nom Scott Karl Reichsteiner. d'accord, ouais. Voilà. Donc il est né en 62, le 29 juillet 62. Il a quand même 64 ans maintenant. Ah bah oui, hein. Et il est né dans le Michigan. Ouais. Donc voilà, Détroit les amis, si ça vous- Détroit, et c'est un des catcheurs qui a fait de la lutte très jeune. Donc déjà lui, il avait déjà un background de fou. Mais ça se voit quand même dans certains de ses mouvements que la lutte c'était son... Ah bah oui, par exemple les souplesses, ça fait partie de son moveset, hein. Le casque Bah, Le casque de lutte, c'était son frère, non? Son frère, ouais, Rick Son Steiner. frère, mais je pense que Rick Steiner, tu vas en parler un petit peu. De Bah façon lui aussi, précise. les deux se sont lancés aussi, on fait ensemble, du coup, de la lutte amateur quand ils étaient plus jeunes. Très vite, gros gabarit, hein. Ouais, ça doit faire peur quand même quand tu fais de la lutte amateur et tu vois les deux là arriver. Tu m'étonnes. À moins que tu sois Bobby Lashley, sinon tu te chies dessus, je pense. Ouais. Et ils ont commencé en 86, Le catch. le catch. Donc ils sont vite partis finalement à 22-23 ans vers le catch, quoi. Ouais, c'est ça. Et comme les mecs ils ont été vite vers faire un peu de culturisme, donc entre leur background de lutte, moins Rick, mais bon, Rick était vraiment trapu, hein. Justement, je refais l'anecdote, quand on a regardé le match justement au Japon, les gens ils disent ouais, Braun Breaker c'est vraiment son oncle. Non, c'est son père. Mhm. Vraiment, là il y a pas de débat. T'es d'accord avec moi? C'est le physique de Braun Breaker, il est plus fit que son père, mais il est assez trapu, des gros trapèzes, vraiment. C'est un tonneau, quoi. Ah c'est... Et en fait, Rick Steiner, c'était clairement ça, et en plus gonflé, quoi. Ah oui. Ouais. Mais ouais, enfin quand tu dis ils avaient fait de la musculation, tu te dis quand même les mecs, c'était impressionnant leur physique. Hein. Bah, déjà dans les débuts, ils étaient déjà gonflés, ouais, ils ont été dans les gyms à fond et tout ça. Prise de stéroïdes, évidemment, pour Scott. Et en fait, lui, plus les années vont avancer, plus il va gonfler. Et plus, en fait, il va travailler là-dessus et devenir le culturiste, en fait. Moi quand tu les regardes dans les années 80, je pense à la Power Team USA. Ah oui. Les Sting et Warrior. Ouais, Warrior, ouais. Énormes aussi tous les deux. Ouais, c'est ça. C'est la mode à l'époque. Bah, en fait, c'est dans on va dire, comme tu dis, c'est dans la continuité là, t'as parlé de Power Team USA, il y a des Road Warriors. Ouais. Qui étaient gigantesques. Ouais. Et derrière, oui, il y a eu les Steiner Brothers. Sauf que, eux, ils vont faire une révolution, comparé aux autres. C'est parce que eux, ils vont avoir le in-ring. Ce que les autres n'avaient pas. Oui. Les Sting, autres, c'est venu après. bah, en fait, c'est venu après. En fait, c'est, les Road Warriors. C'était des casseurs de tête. Imbattables, intankables, tout ce que vous voulez. Ils ne vendaient pas parce qu'en fait, ils se ressentaient pas la douleur. C'était des gros malades mentales. Donc, eux, le in-ring, on s'en foutait. On voulait juste les voir défoncer les mecs. Je veux pas faire un parallèle à propos des Road Warriors avec un nom d'un catcheur parce que je vais plus dire son nom. Mais finalement, là, c'était Ah, complète par équipe, en fait. Ah ouais, les Road Warriors. c'est exactement ça.
Ensuite, Power Team USA, c'était un peu le même principe. Hein. C'était vraiment, vous voyez Sting à l'époque, il était presque aussi gros que le Warrior. Hein. Je sais quand même De bien toute quand on voit façon, Sting. c'est les Bibadom Michelin. Hein. Ah, les Bibadom Michelin. Énorme. Voilà. D'ailleurs, Sting, ce qui lui a permis justement de gagner en un meilleur moveset et tout, c'est de perdre du poids, je pense. Aussi, ouais, je pense que perdre du muscle, il restait très musclé hein, à l'époque, ça fait. Oui, mais moins qu'au début. Moins qu'au début, parce qu'au début, c'est. Ah, au début. Les gars, c'est. Au début, les stars, les deux. Voilà, je vais faire ma blague là maintenant, je voulais la faire après, sur Big Pop Up, je vais la faire tout de suite. C'est leur pire ennemi, c'est un post-it sur la omoplate. Ouais, mais ça, c'est ma blague, ça. Ouais, je sais, mais j'adore. Si tu leur mets un post-it dans le dos, ils peuvent pas l'enlever. Ouais, ils peuvent pas l'enlever, c'est impossible. Et, du coup, après, on a eu les Steiner Brothers. Donc, pareil, physique, démentiel. Mais par contre, eux, avec leur background de lutte, ils vont embrasser la carrière de catcheur. Et ils vont vraiment, de toute façon, je vais en parler, c'est des globes de trotteurs. Donc, ils ont tout vu. Oui, parce qu'ils ont pas fait que la WC. Ils ont tout fait. Ils ont vraiment fait toutes les Ils fédérations. ont même fait un peu de WWE. Oui, ils ont fait pas mal de surpris, WWE. Et eux, ils avaient le in-ring en plus, des moves, comment ça s'appelle, innovateurs à l'époque et tout ça, on y reviendra. Mais c'est vraiment des... de toute façon, dans ces années-là, il te fallait un physique. Et en fait, eux, ils avaient les deux. Ils avaient réussi à avoir le in-ring et le physique, c'était rare. Hein. Ouais, même si le in-ring, c'était pas toujours selon où ils allaient catcher dans la fédération. Ils avaient moins besoin d'en faire. Voilà, ça dépendait mais par contre, leur moveset faisait que c'était hyper impressionnant, quoi. Parce que c'est vrai que les Road Warriors, à part le meilleur finish par équipe de tous les temps, le Doomsday Device, la coup de la corde à linge de haut de la troisième corde, je me souviens pas trop de leur moveset. Il y en avait pas spécialement, quoi. Rien que le nom de ce finish, Doomsday Device, c'est exceptionnel. Ah bah, ça tue tout. De toute façon, là, on va en parler. Donc, du coup, ils ont, les Steiner Brothers, ils ont commencé en 86. C'est ce que tu disais. Ce que je disais, à la Continental Wrestling Association, donc la CWA, la fédération de Jerry Jarrett. Donc là, on est dans les territoires. Dans les territoires, et dans l'un des meilleurs territoires, qui s'est très vite lié à la WWF et Jerry Jarrett. On en parlera souvent quand on fera des émissions assez vieilles comme ça et tout ça. On est dans l'un des plus grands esprits du catch. De toute façon, Jerry Jarrett, un génie. Hein. Donc c'est le père de Jeff, c'est ça. Le père. De toute façon, les territoires, tu vas pas y couper. Oui, je sais. Là, on est à quel endroit à peu près? Le territoire de Jerry Jarrett, c'est Memphis, Tennessee. Ok. Voilà. Et très rapidement, Scott, il attire l'attention parce qu'il a un physique impressionnant, comme j'ai dit, qu'il a ultra technique, je l'ai dit. Et il combine tout. En fait, il fait des moves power, il fait du powerhouse parce qu'il a un physique de Golgoth. Il est très agile. Il y a une prise qui va porter leur nom. Le Frankensteiner, qui est un Hurricane Rana de la troisième corde. Ouais. Donc, voilà, Hurricane Rana, c'est une prise de luchador. Hein, ouais. Mais lui, il la faisait la troisième corde. Braun l'a repris, celui de Braun Breaker, il est terrifiant, où le mec le fait sans les mains, j'adore. Et en fait, cette prise, dans les années 80, fin des années 80, début 90, ouais, c'est novateur. C'est novateur de voir un Yankee, un blanc faire ça, comparé à un Mexicain, ça se voyait pas du tout, surtout avec son physique. Et les prises de soumission, il y en a une, ça sera sa prise de finition, quand il sera en Big Pop Up Pump, c'est le Steiner Recliner, qui est un camel clutch amélioré. D'accord. Voilà. Juste, je te pose la question, des deux, le meilleur des deux, c'est Scott ou c'est Rick? À cette époque-là, je dirais Scott quand même. Ouais. Mais Rick, en fait, il est vraiment constant. Il est vraiment bon aussi, mais beaucoup moins flamboyant. Ouais. Beaucoup moins flamboyant. C'est pour ça que quand on avait fait l'émission avec les équipes qui splitaient, c'est pour ça que lui, il a eu plus de mal à exister ensuite. Ouais, mais après, Scott, il est fait partie de cette longue lignée de catcheurs, celui qu'on cite tout le temps, c'est Seth Rollins dans les récentes. Il a compris qu'il fallait mettre de l'artifice. Ouais, de toute façon. Parce que, je vous le dis, vous voyez Scott Steiner à l'époque des Steiner Brothers, et vous le voyez en Big Pop Up Pump, c'est pas la même personne. Bah, tu sais, quand on a regardé le match japonais, je reviens dessus, parce que, mais, alors, il est bien, il est physique, mais je trouve que charisme. Il y en a pas. C'est pas pareil. Il est cheveux longs, ça lui allait pas vraiment, cheveux longs bruns, pas de barbe, ça lui, il a une tête un peu bizarre, quoi. On va juste passer un peu plus vite. Enfin, tu vas revenir à ce que tu disais, mais t'as les cheveux blonds, la petite moustache, les lunettes de soleil, la côte de maille. Oh là là, charisme. Non mais t'inquiète, je vais être graveleux, je vais me pignoler quand j'en en parle, je vous le dis. Je vous le dis parce que c'est pour moi. Un peu de bon goût et de finesse. Il est dans le top des catcheurs les plus charismatiques de tous les temps. Donc excuse-moi, je te laisse repartir vers le. Mais comme ça a mis du temps. Mais comme ils sont en équipe, les deux, il a moins besoin d'être individuellement plus voyant, on va dire. Par contre, là où ils vont utiliser quand même un artifice, pourtant on est fin années 80, hein, donc on pourrait se dire ils vont s'inspirer totalement du look du début des années 80. Ça veut dire qu'ils vont être très flashy dans leur tenue. Ah, c'est vrai que très colorés. Très fluo, très colorés. En fait, ils avaient des singlets de lutte, non de lutte, donc en mode short, quoi, un peu à la Kurt Angle, de ces mecs comme ça, et de Rob Van Dam. C'est vrai en plus. Rob Van Dam s'est hyper inspiré des tenues des Steiner Brothers en fait, parce que c'était Rob Van Dam, il va avoir des dessins dessus, oui, donc les dragons, le yin et yang, voilà, c'est ça. Mais
c'est très coloré. Et ça vient des Steiner Brothers, parce que eux, il y avait du violet pétant, du jaune, du vert. Franchement, ça flashait. Et en plus, comme j'ai dit, Scott, lui, on remarquait tout de suite son physique. Eric, on remarquait parce qu'il avait le casque de lutte, la grosse moustache Magnum. Ah, c'est la moustache. Et c'est limite, en vrai, quand je regarde, celui qui avait le plus de personnalité dans les deux, c'est Eric. Parce que entre le casque de lutte, la moustache Magnum et faire le chien, c'était un bulldog. C'est vraiment leur position mythique de tag team, c'est Rick quatre pattes comme un chien en train d'aboyer et Scott qui lui tient les trapèzes par dessus. C'est la position mythique des Steiner Brothers. Ah, ok, ouais. Voilà, donc c'est marquant ça. Ah, ouais. Et Bram Breakker a repris le truc de son père à faire le chien. Ouais. Après son père, il était un petit peu perché, non? Les deux. Rick. Ah, les deux. Les deux. Le Steiner Matt, ça vient de Scott. Hein, ah, ok, d'accord. Donc non, les deux étaient perchés. C'est quoi les Steiner Matt, justement, explique voir. Ah, je voulais y revenir après. Ah, alors, t'avais prévu d'expliquer. Oui, alors, t'expliqueras en moment voulu. Ouais, non, voilà. autant pour moi. Donc, comme je disais, ils vont faire partie des équipes les meilleures équipes de tous les temps. Là, c'est même pas... Ah, carrément à ce point. Ah oui, c'est vraiment dans l'histoire. Si dans un top 10 des meilleures équipes de tous les temps aux États-Unis, vous mettez pas les Steiner Brothers, c'est que vous êtes pas documenté, quoi. Ouais, t'as raté un truc. Vous avez raté un truc, c'est toute fédération confondue, tu parles. Toute confondue. Et comme je disais, dans la CWA, ils vont vraiment commencer à développer leur style. Et leur style, comme j'ai dit, ça va être montrer de la lutte, mais de la lutte, c'est... en y pensant, mon cerveau vient de tilt. Les deux mecs là, c'est Brock Lesnar avant Brock Lesnar, si vous voulez. Ah ouais. C'est exactement ça, parce qu'en fait, ils vont développer les souplesses. Énormément Brock Lesnar, ouais, c'est vrai que c'était en 2002, c'est son moveset à Brock. Ah oui, carrément. Et eux, c'est pareil. Et j'ai déjà parlé de sa prise de finition de l'époque à Scott, parce que elle est violente pour l'époque. C'est le screwdriver, quoi. Le screwdriver pile driver, c'est qu'en fait, il prend en souplesse, stalling souplesse, donc il prend le mec en souplesse, il le tient en chandelle. Ouais. Il le tient en chandelle. Il peut le faire sur n'importe qui, hein, je vous le dis, sur n'importe qui ça passe. Hein. Et ensuite, il le fait pivoter devant lui, il tombe en pile driver. Il le faisait encore à la WWE, ça? À la WWE, non. Ouais, non, il le refait de temps en temps à la TNA, mais là, c'est vraiment à l'époque Steiner Brothers. Et donc, comme j'ai dit, il se fait repérer par son style, et en fait, ils vont déjà traîner dans les territoires. En fait, de 89 à 92, ça va être CWA, Jim Crockett Promotion, ils vont tourner un peu partout. Tous les gros territoires qu'on a entendu parler. Tous les gros territoires. Ils sont contents de les récupérer à chaque fois. Et en fait, les mecs sont tellement bons, alors qu'ils n'ont pas autant d'années de carrière, ils vont devenir très vite WCW champions, quoi. Donc, de la fédération Jim Crockett avant que ce soit repris complètement par Turner. Quand vous vous rappelez, on avait dit dans l'émission, l'une des meilleures émissions de notre chaîne, d'ailleurs. Les histoires de la WCW où en fait ils ont repris le nom qu'ils avaient donné à la fédération avant. Je vais vous dire les titres qu'ils ont eu. Donc je dis WCW, mais en fait c'est le NWA United States Tag Team Championship. En fait il y avait le champion par équipe des États-Unis et le NWA World Tag Team. Donc ils ont gagné les deux. Voilà. Et en fait oui parce qu'en fait comme les mecs gagnaient le titre, après ça passait dans toutes les fédérations et t'étais reconnu comme étant champion du monde par équipe. Et c'est ça. Et comme je vous dis, je vais retracer la carrière, mais je vais pas me concentrer sur des feuds précis parce qu'il n'y a pas de grosses feuds. C'est des grosses séries de matchs à l'époque. Il n'y avait pas forcément de gros background. Surtout dans les territoires. Surtout dans les territoires. Non, il y a des territoires qui se spécialisaient dans les feuds. Là, c'est juste que à l'époque, le tag team, c'était plus des grosses séries de matchs. C'est vrai que je dis une connerie parce que la World Class Championship, les Von Erich avec les Freebirds. Ouais. Ou les Rock'n'Roll, les Freebirds, c'est l'une des meilleures rivalités d'histoire. Ah oui, là, c'est une vraie rivalité, là, pour le coup. Hein. Et, je vais vous citer des équipes qu'ils ont affrontées. Et c'est mémorable, hein, les matchs. Là, j'en cite comme ça, je vais pas donner des shows, des machins. On peut encore les retrouver, ces matchs? Le network est toujours pas fermé. Donc, techniquement, oui. Donc, on peut toujours aller en retrouver. Des rivalités mémorables. Donc, je dis des matchs mémorables face. Vas-y. Road Warrior. Ah bon, ça doit être mythique, ça. Midnight Express. Ouais, l'une des plus grosses équipes. Les mecs des Four Horsemen. Ouais. C'est vraiment que des gros. Ils s'affrontent toutes les meilleures tag teams de l'époque. Les Midnight Express, c'est l'une des plus grosses équipes. Je fais partie des peut-être 3-4 meilleures tag teams. Il y a les Rock'n'Roll Express et derrière les Midnight Express, vraiment. Donc on est dans les. Voilà, moi je me souviens d'eux, les Von Erich. Ils ont affronté les Von Erich aussi. Les Von Erich, c'est quelque chose, les amis. Là, je m'adresse un petit peu à nos abonnés, à l'Oman, qui découvrent le catch et qui est pas toujours au fait du passé. Si tu peux retrouver des matchs des Von Erich, c'est la famille Von Erich à la World Class Championship Wrestling dans les années 80. Voir l'overness de ces mecs. Le public, c'est un truc de fou. Il y avait des émeutes quand ils se faisaient battre. Oui, parce qu'en plus, là, le kayfabe était fort, mais là, il était au-delà de tout, hein, vraiment. Mais si ça te dit, on n'en a pas parlé, mais il faudra faire une émission sur les Von Erich. Moi, j'aimerais bien faire même une émission complète sur la World Class.
Ouais, et donc du coup on englobera pas mal de Parce trucs. que la World Class, tu peux retrouver, tu retrouves Ric Flair, tu retrouves King Kong Bundy, tu retrouves l'Undertaker, tu retrouves plein de mecs. Mais tout le monde est passé. à la World Class. Moi, c'est une fédération texane, je crois. Oui. Et ouais, et puis en plus, il y a tout un peu Bah, il y a la malédiction des Van C'est ce Erika que à j'allais parler. dire. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti, à ce qui paraît, qui est très bon. Je l'ai toujours pas vu. Moi non plus, Et ce mais qui paraît, il est très bien. Très bien. Il est très bien. Juste avant, donc du coup, là, de 89 à 92, ils sont sur les territoires, donc NWA, donc comme j'ai dit, Jim Crockett, tout ça. Ils tournent. Et en 92, ils vont signer à WWE. Ouais. Mais juste avant, ils vont déjà faire leur premier passage au Japon. Déjà. Donc déjà, ils commencent déjà à avoir une renommée, parce que ils se font appeler par le Japon, parce que même les Japonais voient leur style, ils font venez chez nous. Ouais, on veut le voir. Ils vont y retourner, hein, plein de fois. Oui. Mais là, ils vont avoir 2 ans à la WWF. Et McMahon va pas se tromper. Hein. Ça veut dire dès qu'ils arrivent, vraiment très peu de temps après, ils vont devenir champions tag team. Pourtant, je me souviens pas de leur run à la WWF. Bah après, comme c'est de 92 à 94, tu t'as pas trop suivi. Ouais, il y a pas Raw, il y a pas. Ouais. Et ils ont des grosses rivalités face aux Head Shrinkers, face aux Québécois. Les matchs face aux Québécois sont excellents, vraiment. En même temps, les Rougeaux, Rougeau et Pierre-Carl Ouellet, c'est pas des peintres non plus. Hein, voilà. Et leur grosse rivalité avant leur départ, c'est face à Money Inc. Alors qu'il n'est pas forcément une vraie tag team de base. C'est Ted DiBiase et comment il s'appelle, Mike Rotunda, le papa de Bray Wyatt. Le papa de Bray Wyatt, qui était à l'époque Irvin R. Schwimmer, je retiens jamais son nom, le comptable. Ah oui. Voilà, il le jouait très bien d'ailleurs. Il le jouait exécrable. Exécrable. Ah oui, il avait détestable. Excellent. Hein. Mais ouais, en fait, oui, c'est vrai que leur run, comme à l'époque, il y a pas Raw, c'est pas pareil, c'est moins documenté. Ouais. Et moi, je suis passé pour un con la dernière fois sur un réseau social, parce que j'ai dit, tiens, sa première arrivée à Scott Steiner, c'est quand il face à Triple H. Ah non, pas du tout. Non. 92, pas 93. Du tout, ouais. Mais allez voir, il me semble qu'ils affrontent aussi les Rockers. Peut-être dans un match random où c'est marrant de les voir se faire pulvériser, quoi. Bah, c'est ce qu'on avait dit, on aurait bien voulu voir, par exemple, face au Hardy. Face au Hardy, ouais, genre. Ça aurait été génial, on le dit dans l'émission sur Jeff. Sur Jeff, ouais. Mais, allez voir les matchs de WWF, parce que ça, sont faciles à trouver. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Mais là, d'accord, c'est des séries de matchs, en fait. Séries de matchs, pas de grosses feuds. À part face à Money Inc, c'est quand même une feud, hein, pour le coup. Avec Ted DiBiase qui essaye de les enfumer et tout ça, quoi. J'ai pas tout en tête, comme je vous ai dit, c'est plus les matchs que j'ai été regarder. Mais, très bon passage, gagne 2 fois quand même le titre tag team. À l'époque, gagner un titre, c'était quelque chose. Ouais, voilà. Quel que soit le titre, ouais, exactement. De toute façon, ils ont gagné des titres partout. Hein, voilà, je vous le dis. Ils reviennent en 94. Là, Ted Turner a bien racheté la WCW. On arrive sur la Bischoff. Bischoff, il a dit revenez à la maison, les gars. De toute façon, on va vous pusher. J'aurais même une petite anecdote là-dessus. Voilà. Fais-toi plaisir. Avant ça. Donc, comme je dis, ils vont beaucoup alterner. Ils vont faire le passage WCW, New Japan. Toujours avec il y a un partenariat. Mais la New Japan les veut, hein, donc du coup, il va y avoir des matchs légendaires. Star au Japon, alors. Ouais, Star au Japon, parce qu'il y a les Road Warriors aussi qui vont au Japon à ce moment-là, ou Kensuke Sasaki, qui est l'une des plus grandes légendes de la New Japan, l'un des plus gros bourrins de l'histoire. Vraiment, donc forcément, avec eux. Voilà, ça match. Ouais. Mais toujours, par contre, on est d'accord, depuis là, donc ils ont commencé à 86, on est en 94. Ouais, là, on est entre 94. Entre 94 et 97. Il n'y a pas de push solo pour l'un ou l'autre. C'est toujours une équipe. Toujours une équipe. Là, c'est vraiment. Quoi qu'il arrive. C'est pour ça que depuis leur début. Ouais, c'est impressionnant. Ils vont être 11 ans en équipe. C'est impressionnant. 11 ans, voire 12 ans. Parce que de temps en temps, t'as toujours des splits ou des matchs. Là, non. Les Steiner Brothers, c'est une unité. C'est pour ça que, ça, on va y parler grandement. Quand il va y avoir le split, c'est une shock value gigantesque. Moi, la seule équipe qui me parle comme ça, par exemple, c'est les Road Warriors. Oui. Où ils ont été splittés que sur un moment. C'est juste parce qu'il y en a un qui est blessé. À chaque fois, c'était que parce qu'ils étaient blessés. Voilà, c'est ça. T'as l'anecdote, justement. Quand il me semble que c'est Animal ou Hawk, je sais plus lequel des deux se blesse, et c'est Kensuke Sasaki qui va faire partie des Road Warriors. Okay. Parce que lui, il avait le physique, il avait tout pour faire le Road Warrior de sang. Et il y a eu plusieurs matchs. Je vous conseille justement, c'est en 96, Steiner Brothers contre Hiroshi Ase, qui était l'une des plus grandes stars de la New Japan aussi à l'époque. Un mec sous-estimé qui a arrêté le catch très vite, alors que le mec avait aussi un background de lutte, il était exceptionnel. Hiroshi Ase, c'est quelqu'un que j'ai découvert très tard et que il me fascine vraiment. Et Kensuke Sasaki. Donc du coup, là, vous avez un match de boucher, de technicien,
et qui se mêlent. En fait, c'est de la technique bourrin, quoi. C'est vraiment un match où il y a 4 Brock Lesnar, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Des fois, on dit quand les catcheurs, ils ont... Je tease, si vous rejoignez le Discord, je vous en diffuserai de ces matchs. Ouais, je veux les voir, ceux-là. Voilà, ça me plairait bien. Voilà. Mais finalement, tu vois, on dit souvent que des fois, quand les catcheurs sont trop pareils, c'est pas toujours bien. Des fois, c'est bien d'avoir plusieurs gabarits, mais là, ça doit envoyer du pâté, quand même. Ah non, là, ça va du pâté. Surtout qu'ils sont mobiles à cette époque-là. Ils sont très mobiles. Voilà. Ouais, voilà. Et justement, de 94 à 97, depuis son retour, Scott, c'est là où il va commencer à gonfler. D'accord. C'est vraiment là où, tu l'as vu, hein, le match que je vous ai diffusé au Japon, là. Il est déjà énorme. Il est déjà énorme. C'est là où il va vraiment se faire le culturisme à fond, faire gonfler ses muscles, les stéroïdes, hein, évidemment. Et vraiment, il va développer son physique. Alors, je sais pas s'il avait prévu déjà il avait déjà prévu sa gimmick, peut-être dans sa tête, ou je sais pas. Mais il a dû se dire, je veux qu'on me voie, donc je vais y aller sur mon physique. Parce que c'est quelque chose que je sais faire et que là, parce qu'il avait déjà l'ADN pour devenir un mec très musclé, on va dire. Parce que vous le voyez encore maintenant à 60 ans, il catche plus, il a pas beaucoup diminué. Hein. Alors que vous voyez Triple H, après ce qu'il a eu, il a beaucoup diminué. Ouais, mais Triple H, je pense que c'est normal aussi. Avec les problèmes cardiaques. Oui, bien sûr, mais il y en a... Oui. Vous voyez Sting, quand il a commencé à arrêter de faire, il est devenu fit, limite. Mais Triple H, il a quand même fait pas mal de yo-yo au cours de sa carrière. Oui. On en avait pas trop parlé dans cette émission, mais il y a des moments, il était gros. Oui, il était gros. Alors que Scott... Il est toujours resté balèze. Il est toujours resté monstrueux. Hein. À tel point que toi, tu reviendras beaucoup en 2003 où il pouvait plus bouger. Ah, moi, de toute façon, là, 2003, je pourrais parler un peu parce que c'est un run qui m'a marqué, quoi. Voilà. Et du coup, on va arriver au gros moment à enfin sa gimmick, Big Papa Pump. On est en 98. Donc, il me semble que je n'ai plus le show. Donc, c'est un match par équipe. Donc, NWO contre les Steiner Brothers. Et en fait, Scott est comme son frère. Avant là, ils ont jamais été NWO. Jamais. Toujours été. Jamais. Face, ils ont parce que ça, on l'a pas dit. Ah non, c'était des faces. Très souvent toujours, des faces. Ouais. Pratiquement toujours des faces. J'ai oublié justement l'anecdote que je voulais parler. C'est, on parle souvent des despotes qui étaient Hall et Nash au début de la WCW, Bischoff, quoi. Où les mecs, c'était pour leur gueule. Et ils donnaient pas beaucoup à tout le monde. Les seuls mecs les rares mecs où ils étaient obligés de toucher, c'était les Steiner Brothers. Oui, mais parce que tu crois que dans le ring, tu fais ce que tu veux avec les Steiner Brothers. Non, tu fermes ta gueule. C'est exactement ça. Je voulais venir là-dessus. Je sais que souvent, ils étaient pas professionnels dans le ring. Ils étaient ultra stiff. Hall et Nash, tu parles? Hall et Nash, ils étaient stiff. Ils avaient pas envie de bosser. Ils prenaient pas de bump, machin. Ils disaient, ouais, non, mais vous êtes les low carders. Nous, on est les stars. Donc, c'est à vous de prendre pour nous. Quand ils étaient face aux Steiner Brothers, ils les prenaient les souplesses. Voilà. Oui, parce que de toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Parce que si les deux en face de, les Steiner Brothers décidaient de shooter dans le ring, les mecs étaient morts. Ah bah s'il faut une diagonale au bas. C'est terminé. Les diagonales au bas, les gars, c'est une tarte dans la tronche, mais qui vient d'en haut. Non. Bah, t'es couché. On va faire un big up à mon ancien colocataire et un de mes meilleurs amis, Chris. Chris, si tu entends, ça vient de toi, ça. Non, mais, voilà. Voilà, parce que j'étais en coloc avec un Steiner Brothers, si vous voulez. C'est vrai. Un peu plus bûcheron. Mais non, c'est vrai que les mecs, je me dis, oui, Kevin Nash, avec tout le respect, encore une fois, on a un immense respect pour Kevin Nash, Scott Hall, il n'y a pas de problème, qui faisait un peu ce qu'il voulait. C'est sûr que c'est facile pour Kevin Nash de prendre Rey Mysterio et de le claquer contre le quart de régie. Les Steiner Brothers, c'est Kevin Nash qui finit coincé dans le quart de régie. Parce que les mecs, quand même, ils sont... Oui, ses genoux auraient fusionné avec ses épaules, quoi. Avant que tu reviennes à 98, je profite encore pour te poser quelques questions parce qu'on a le temps. Oui, et on fera une petite pause, justement, avant que j'enchaîne. Voilà, alors, comme ça, je te repose encore 2-3 petites questions pour les néophytes comme moi. Est-ce qu'ils avaient déjà des promos à l'époque-là, des trucs comme ça? Très rarement, on les entendait pratiquement jamais parler. C'était vraiment les casseurs de tête. Ou quand on les voyait parler, c'était souvent la WWF avec des petites vignettes où on voyait qu'ils sont fous. Hein. Justement, quand tu disais ils sont un peu tapés. Non. Le peu de promos qu'ils faisaient, c'était souvent ça partait dans tous les sens, quoi. C'est des mecs qui hurlent, ils sont complètement. Il y a rien d'écrit. C'est vraiment l'inspiration années 80, quoi. C'était comme les gros bonhommes comme Ultimate Warrior, Hulk Hogan et machin. C'est des mecs qui sont ultra intenses, quoi. C'est vraiment, ils transpirent, quoi. Dès qu'ils parlent, ils font. C'est des animaux, quoi. C'est des gorilles. L'autre, c'est un bulldog. Ouais, voilà. L'autre, c'est un bulldog et l'autre, c'est un. Scott Steiner, quand on voit ses bras, il est plus balèze qu'un gorille, limite. Donc, voilà, j'exagère. Ouais, mais tu penses à la traîne dans ce moment-là. Ah ouais, parce que, il l'a. Eh ben, tiens, une anecdote. Tu sais qu'il a tweeté là-dessus. Parce que
allez, suivez Scott Steiner sur X, et sur Twitter X, parce que il continue à toujours être hilarant. Ouais. C'est l'un des meilleurs sur Twitter, parce que ses réactions font mourir de rire. Et quand il y a eu cette traîne, justement, un homme versus Sangori, il a dit, mais the freaking DNA Scott Steiner, moi je les prends, les Sangori. Oui, bah oui. Et je pense qu'il en est capable d'en coucher 2 ou 3. Bah, disons que c'est sûr que si je dois partir à la guerre, je préfère partir avec Scott Steiner qu'avec James Swart. Voilà, mais par contre, tu lui donnes juste un ordre, hein, parce que si tu lui donnes de la stratégie, c'est un peu compliqué. Ah, c'est vrai que c'était, mais oui, enfin, t'en parleras tout à l'heure de leur truc, Ouais, de lier à partent en tout couille. ça, ouais. Quand ils partent en couille. Donc, du coup, à la WCW, à part t'en étais où là? Tu disais au moment où ils Juste avant le allaient, Hell Turn, ouais. juste avant le Hell Turn, et il y avait jamais eu de prémisse? Bah si, dans les nitros un peu avant, on voit que Scott il s'agace. Tu sais, il s'agace. Très souvent, on va dire le leitmotiv, la gimmick du mec qui va trahir son partenaire. Les shows avant, il veut pas trop faire le tag. Il piste un peu. Quand ils perdent, c'est à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre. Il part sans lui. Il y a des petites prémices comme ça, mais pas. On s'attendait pas à un truc aussi brutal. On va dire. Et tu sais que si en backstage, c'est eux qui voulaient, c'est la WCW, on sait pas trop. Je sais pas, mais je pense qu'il avait tapé. Lui, il fait pas. Grâce à son gabarit, je pense, il avait tapé dans l'œil de Bischoff. Ou ce qui est plausible. Voilà, et peut-être et je n'ai pas l'anecdote, mais ça m'étonnerait pas que Bischoff lui a dit t'as le physique, tu nous plais, mais il te faut un style. Et du coup, c'est là où peut-être ils ont dû bosser ensemble, je pense, pour avoir le style. D'accord. Ouais. Et puis peut-être qu'aussi après 11 ans à catcher ensemble sur les territoires partout. Ouais, il avait de l'ambition, Scott. Il Plus avait que Rick. Plus que Rick, ouais. Ok. Voilà. Bah, écoute, dès que t'es prêt, dès que tu as envie. On va faire une petite pause, et comme ça, je raconte le Hell. Allez, on raconte le Hell. Alors, Messiah, je te laisse reprendre. Du coup, là, on va arriver à son Hell Turn, c'est ça? Oui, c'est ça. À son Heel Turn, pardon, Ouais, Heel Turn. Voilà. J'avais déjà dit que oui, il avait des prémices où il commençait déjà à montrer un peu d'attitude face à son frère et tout ça. Mais il y a une rivalité que j'avais oubliée, qui amène, juste avant son Heel Turn, justement, comme son physique, là, il commençait vraiment à être démentiel, il avait commencé à se couper les cheveux aussi. Donc, bonne décision. Oui, c'est vrai. Et la décision d'après, encore mieux. Hein. Et en fait, il a fait une petite rivalité solo, alors qu'il était toujours en Steiner Brothers. Ça doit être l'une de ses premières grosses rivalités solo, au final. Face à Buff Bagwell. C'est souvent parlé de Buff Bagwell. Notre bon copain Buff. Notre bon copain Buff, qui avait aussi un physique aussi démentiel aussi. Ouais, et puis, tu vois, il y a peut-être aussi une petite part d'aspiration. Les lunettes de soleil, le bouc. Oui, lui, c'était Puff Daddy en blanc. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est Puff Daddy blanc, en fait, Ouais. Buff Bagwell. Mm. Buff, voilà. Ouais. Voilà. Plus charismatique que The Rock, pour redire. Je le dirai à chaque fois. Hein. Ça, Vince Russo, je le dirai à chaque fois. Et Judy Bagwell en Fort Cliff, Voilà. on le dira à chaque fois. Vince Russo, je le dis, je le redis et je le redirai encore. Pensez que Buff Bagwell était plus charismatique que The Rock. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont eu une rivalité sur le physique. Qui avait le plus beau physique, quoi. Donc c'est un peu les prémices de la rivalité qu'il aura avec Triple H. Ah bah j'allais te demander, j'étais en train de te le dire. Et ils faisaient des concours de pose plastique. Ouais, des concours de pose plastique en exhibant leurs énormes muscles et tout ça, c'était vraiment ça. Mais c'est une rivalité qui était vraiment bas de gamme, et c'était juste pour montrer que Scott commençait à vraiment avoir une attitude. C'est vraiment, ça aide à ça, en fait. Et on va arriver au show. Donc j'ai retrouvé le show, voilà, j'ai retrouvé le show. On est le 22 février 98, on a Super Brawl 8. Match pour le championnat par équipe, donc les Steiner Brothers qui sont champions, face à Hall et Nash. À NWO. À la NWO. Donc c'est des énormes rivaux, tout ça. Donc là, encore une fois, ça au moins 3-4 fois qu'ils s'affrontent. Hein. Oui. Voilà, donc c'est vraiment gros match. Et en fait, Scott, il dégomme Rick. Pendant le match? Pendant le match. Donc après 11 ans par équipe, le public devait être fou. Le public devait être fou, tout shock value. Et en plus, ça permet à Hall et Nash de récupérer les titres. Parce que du coup, c'est pas la fin du match ou machin. Non, c'est vraiment dans le match, il tabasse son frère et il laisse son frère en proie à Hall et Nash. Ah, il le tabasse et il se barre. Il reste dans le ring. Ah, il reste dans le ring, mais il le tabasse, il le laisse prendre le pin. Oh, c'est chaud, grave. Et après, il rejoint les deux. Violent, quand même. Il rejoint la NWO. Ouais, non, mais c'est une shock value, hein, parce que comme on a dit, une équipe de 12 ans, c'est plus la WCW, hein, les mecs ont suivi les territoires, la NWA et tout ça, donc quand ils vont être... les gens, ils devaient balancer des trucs dans le ring et tout, ouais, il me semble que oui, hein. Il me semble que ça prend bien en live. Ouais, ça doit être impressionnant. Ouais, bien en live. C'est vraiment cool. Et le lendemain, à Nitro, il arrive avec son nouveau style. Alors là, je vais être... Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais me faire plaisir. Donc, je ne l'ai pas dit, je l'ai gardé exprès pour le dire maintenant. Il y a le clavier qui va coller. Exactement. Il va s'inspirer d'une légende du catch pour faire son style. D'une énorme légende que j'ai fait exprès de pas en parler pour le dire maintenant. C'est Superstar Billy Graham. Donc,
l'une des plus grandes légendes du catch, c'est, pour vous dire, c'est Hogan avant Hogan. Ce mec-là, c'est l'un des premiers dans les années 70-80 à, plus 70 même, fin 70, à avoir une vraie gimmick. Il y en a eu très peu. Il y a eu le Nature Boy Buddy Rose. Oui, celui qui a donné Buddy Rogers, je crois. Buddy Rogers, qui a donné la gimmick après à Ric Flair, sur une rivalité, il lui a laissé la gimmick après, je crois. Ouais, c'est ça. Il y avait très peu de mecs qui avaient des personnages aussi marqués, parce que, par exemple, le plus gros champion de la WWF, c'était Bruno Sammartino, il n'y avait pas spécialement de gimmick. Ric Flair, c'était pas une gimmick. Non, mais après, c'est devenu lui. Mais au début, c'est un personnage, quand même. Ouais. Et en fait, Billy Graham, il est arrivé trop tôt. En fait, il a eu un personnage à la Hogan, quoi. Avant que ça explose, quoi. Avant que McMahon transforme justement le paysage du catch en couleur, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que Billy Graham, en fait, c'est une des plus grandes légendes du catch, mais on va dire très sous-estimé, très mésestimé. Et puis peut-être qu'on n'a pas utilisé, c'est le genre de catcheur que son plein potentiel n'a jamais été utilisé finalement. Aussi parce que c'est quelqu'un de très vocal et qui a eu beaucoup de problèmes avec pas mal de promoteurs et tout ça. Donc ça joue aussi. Et en fait, Scott, il prend son style. Donc ça veut dire que il va là, ses cheveux courts, il va se teindre en blond, blond blanc, la barbe tout blond, mais laisser juste au niveau du menton en noir. Un trait. Un doigt. Voilà, c'est ça. Et mettre des lunettes de soleil, comme tu as dit, la côte de maille. Côte de maille, il va pas l'avoir tout de suite. C'est d'abord juste les lunettes de soleil. Un charisme à tout débranler, mais vraiment à tout débranler. Il va avoir une chier de surnoms dont je vais vous les citer. Ça, c'est vraiment le gars. Il a un physique démentiel, il a un style de fou. Bah, on va en appuyer dessus. Les artifices, comme on a dit. Donc, les deux premiers surnoms, c'est Superstar. Enfin, on reprend le nom du Superstar Scott Steiner. Alors. Voilà, c'est ça. White Thunder, donc l'éclair blanc, parce que comme il a les cheveux blancs, donc du coup c'est vraiment parce qu'en plus, comme il est intense et tout ça, bah forcément le mec c'est un éclair, quoi, c'est la force. Ensuite, les autres surnoms qu'il aura bien plus tard, donc il va y avoir le plus mythique, c'est Big Papa Pump. Ouais. C'est génial, parce qu'en fait, une de ses taunts préférées, et que j'adore quand il fait les matchs, c'est qu'il fait des pompes. Oui. Il met une grosse descente du coude avec d'abord, il prépare sa grosse descente du coude en embrassant son biceps. J'étais à 2002 quand j'ai vu faire ça à Raw, j'étais comme un fou. Non, moi quand je l'ai vu, j'avais 8 ans. Hein. Le mec, ses bras, c'était moi en entier. Et de le voir à peine tourner la tête, à peine lever le bras et réussir à embrasser son biceps, ça m'a marqué. Ça m'a toujours marqué, ça. Et il tombait la descente du coude. Et en fait, on pensait et à chaque fois, on croit qu'il va faire le tomber. Et en fait, il se retourne, il fait des pompes. Ouais. Voilà. Braun Breaker le fait aujourd'hui. Oui, bah, de toute façon. Voilà, forcément. Braun Breaker, il s'est inspiré des deux, de son père et de son oncle. Voilà. Oui. Et un peu de Goldberg aussi. Ouais. Voilà. Il a pris tous les bourrins, quoi. Le Genetic Freak. Ouais, ça c'est bien, ça. Bah, évidemment, le mec, il a une génétique de taré, donc forcément, ça on joue là-dessus. Parce qu'à l'époque, voilà, c'est rigolo qu'il y ait eu un procès des stéroïdes contre McMahon et qu'après t'as eu des mecs comme ça qui étaient tellement populaires à la télé, c'est quand même drôle. Ouais. Voilà, mais... Je pense pas qu'il prenait quelque chose. C'est quelque chose qui prenait du scotch. C'était naturel. C'était stéroïdes qui prenaient du Steiner. C'est naturel. Voilà. Comme ça, attends, arrête. Et le dernier surnom, c'est parce qu'il a souvent été associé à Nash, c'est The Big Bad Booty Daddy. Oh la vache. Alors, on va le traduire parce que c'est rigolo. Le gros mauvais cul papa, quoi. Le gros mauvais cul de papa, quoi. Ah, le plus beau quand même de tout ça, pour moi, c'est Big Papa Pump. Ouais, non, Big Papa Pump, c'est merveilleux. Hein. Et est-ce qu'il rentrait déjà avec la musique et les gyrophares? Ça va venir très peu de temps après. D'accord, ouais. Il n'avait pas les gyrophares, c'est à WWE. Ah ouais, c'était que à. D'accord. WWE, il n'avait pas ça, mais la musique était quand même bien cool, ça collait bien à son style. Et c'est là où il va commencer ses promos. Les promos où en fait il hurle, il est ultra agressif et totalement incohérent. J'adore écouter les promos de Scott Steiner parce que c'est n'importe quoi. Comprends rien. Là, du coup, c'est un peu l'inspiration Warrior, quoi. C'est vraiment, lui, ça reste plus terre à terre. Le Warrior, ça partait dans la lune, le cosmos, le machin. Lui, il est sur du terre à terre, mais on bite rien de ce qu'il dit. Écoute, je fais un petit, tu m'autorises? Vas-y. Il y a le championnat de France qui vient de reprendre. Hier, il y avait Paris-Nantes. Oui. Tu vois. Et comme c'est un peu un nouveau diffuseur et tout, ils essayent de faire venir, de donner des images et tout. Pendant le match d'hier, ils ont interviewé l'entraîneur de Nantes. Ouais. Pendant le match. Donc tu vois que le mec, il regarde, parce qu'en fait, il était suspendu, donc il est en haut dans les tribunes. Ouais. Il parle. Et pendant qu'il parle, il suit le match. Ok. J'ai cru que c'était Scott Steiner. J'ai pas compris un traître mot de ce qu'il a dit.
Bah, un de ses gros rivaux aussi, quand il est au commentaire, il s'inspire de Steiner, hein, Booker T. Ah putain. Parce que Booker T au commentaire, c'est un peu du Steiner. Hein. Ah, Booker T au commentaire, autant j'adore Booker T, autant au commentaire j'ai du mal. Ah ouais, c'est catastrophique. Je pense que c'est l'un des pires commentateurs que j'ai jamais vu. Puis en plus, il a une grosse voix, donc t'entends que ça. Ouais, c'est ça. En plus, il passe sa voix passe au-dessus des autres. C'est ça en fait. Ouais. C'est exactement ça. Deuxième petit aparté dans l'aparté. Vas-y. Et bah du coup, pour revenir sur le surnom de Big Papa Pump, ça ressemble à Big Daddy Cool aussi. Oui. En trois syllabes. En 3 syllabes. En 3 mots. Et que dire que le mec, voilà, ça colle. Et de toute façon, ils étaient en équipe, ils étaient dans le même clan, donc c'est pas dérangeant. Et ce que j'aime bien, c'est au début, sa tenue, avant, nous, toi, tu l'as connu en pantalon noir, serré et tout ça. À l'époque, c'était des shorts. Donc là, il se monte torse nu, hein. Il a enlevé il a fait tomber la singlet. Mais les toutes premières tenues, elles étaient blanches, justement pour coller aux cheveux blancs. Et ce que j'aime bien, c'est son premier logo. C'est le logo de Superman. Oui. Bah oui, avec S le S de Scott, Steiner, oui. de Scott et de Steiner. Sur le côté, non? Sur le slip derrière. Ah oui, sur le côté. Bah, au début, c'était derrière, et après, il les a eu sur le côté. Ouais, ça me parle. Voilà, donc, forcément, vu génétique freak, le mec, c'est Superman, quoi. Dans son... Encore, je pense qu'il aurait pris Superman, il l'aurait cassé en deux. Ouais, il aurait pu, hein, franchement. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est... Parce que là, on est 98, on commence déjà un peu à couler. 99, c'est vraiment coulé, 2000, machin. Scott, c'est l'un des rares à être bien booké sur toutes les aires. Depuis son heel turn, lui, il y a rien qui chie en vrai. C'est bizarre, hein, parce qu'on... Je pense qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure. Tu pouvais pas le faire chier, Scott Steiner. Ah, peut-être, ouais. Je pense que tu pouvais pas. À un moment, si tu le faisais chier dans le vestiaire, enfin, au backstage, je parle, mais t'allais te retrouver face à lui dans le ring. Ouais, et là, Donc, à un moment, quand tu imagines quand même qu'un Chris Jericho, avec tout le respect que j'ai pour Chris Jericho, il t'a calmé à Goldberg, qui faisait une tête de plus que lui et qui était plus musculeux. Imagine un Scott Steiner avec le background de lutte. Il peut non, il y a personne qui le couche. Bah non, c'est obligé. Si on te dit, j'aime bien l'expression, c'est un legit tueur. Oui. C'est un legit killer. Parce qu'il y en a très peu comme ça dans le monde du catch. Il y a Kurt Angle, legit killer. Ouais, voilà. Big Papa Pump, Brock Lesnar. Après, je pense que c'est souvent des mecs qui ont des gros backgrounds de lutte qui sont des killers. Après, je pense, tu vois, il y a un mec aussi en 97, j'aurais pas fait le malin avec lui, c'est Ken Shamrock. Oui, bah forcément. Tu vois, forcément. Lui aussi, je pense que voilà. si on me disait très souvent, comme on dit, ouais, c'est ou à moins que les mecs avaient des physiques de démentiels et tu voulais pas faire le malin, genre Vader, tu vois, et qui a catché au Japon, donc du coup le mec était stiff. Mais les mecs qui avaient des vrais backgrounds de lutte, ils étaient pratiquement tous respectés, en fait. Mais avec tout le respect que j'ai pour Batista, par exemple, j'aurais plus peur de Scott Steiner que de Batista, tu vois. Ah oui. Tu vois, parce que les mecs, de toute façon, si on te dit, tu vends pour Scott Steiner, non, je veux pas vendre, d'accord. Tu vas vendre quand même. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. Et ce que j'aime bien, c'est que lui, par contre, ça va être un push progressif, comme je dis, ça va être réussi à la WCW. C'est comme je dis, c'est une des réussites jusqu'à la fin. Voilà, il y a plein de trucs, ça va être catastrophique. On en a déjà parlé dans notre vidéo WCW, allez la voir. C'est l'une de mes vidéos préférées. Voilà, Scott Steiner, c'est l'un des rares à être bien booké de sa transformation jusqu'à la fin. Ben déjà, c'est parce qu'aussi, il y a eu que 4 ans à booker. Tu vois, par rapport à des mecs qui sont là depuis des années, lui... 3 ans même. 3 ans, lui, c'était complètement novateur, parce que tu l'expliques. Que moi, je découvre la carrière de Scott Steiner en même temps que vous, les amis, parce que je connaissais pas. Là, tu te dis, le mec, 11 ans en équipe, il vient solo. Finalement, 3 ans à booker, c'est difficile de faire des conneries en 3 ans. Ouais, mais... Même si... Bret Hart, il vient juste d'arriver, hein. Mais Bret Hart, il était booké solo depuis déjà des années. Ouais, mais tu le fais arriver, tu le formes direct. Oui, mais... ça, c'est pas ça, dans le sens que je veux dire, quoi qu'il arrive, pour lui, c'était novateur, c'était nouveau. Oui. Bret Hart, il avait déjà une carrière, et puis de toute façon, ils ne seront jamais utilisés. Oui, et ça a été le cas. Et ça aussi, il avait qu'à pas mettre la tête. Allez, vas-y. Et, bah, du coup, dans l'année 99, il est heel, forcément, il fait partie de la NWO. C'est celui qui va rester NWO Black and White quand il y aura le Wolfpack. D'ailleurs, j'ai oublié juste de te poser une question, je pense que c'est qui peut être sympa. Excuse-moi. Est-ce qu'il avait changé son moveset? Non. Bah non, parce que ça marchait. C'est juste que maintenant, il était plus méthodique, plus vantard. C'était moins dans, toujours intense, toujours agressif, mais moins speed, parce que les Steiner Brothers, ils avaient la pêche, quoi. C'était bourrin, mais la pêche. Athlétique et tout. Là, il va être plus méthodique. Très agressif, comme je dis, très vantard. Bah, en même temps, s'embrasser les biceps. Il va augmenter le son du personnage plus que sur le ring. Exactement. Dans le in-ring, il a pas besoin de le changer. Il est aussi bon. Non, mais c'est pour ça. Comme il est devenu bien plus Golgoth aussi, il devient plus lent. Forcément, moins athlétique. Et puis, mine de rien, 62, c'est ce que tu as dit. On est en 98.
Non, il est pas loin, il a 36, 37, 38 ans. Oui. T'as plus le même physique non plus que quand Bah, t'étais surtout à... qu'il a le physique de démentiel qui fait que quand il arrive à la WWE, comme j'aime bien te paraphraser là-dessus, il peut plus bouger. Bah, c'est Trunk. Voilà, oui, C'est Trunk face à c'est Cell. c'est voilà, pour ceux qui connaissent très bien Dragon Ball Z, c'est Super Saiyan Dan Sandankai. Ouais, c'est quoi. Trunk. Voilà, c'est Super Trunk 3. Le Trunk qui peut plus bouger face à Cell parce que il est plus fort que les autres, mais il a plus la capacité rapidité quoi. Voilà, bah c'est Scott, c'est exactement. Exact. À la WWE. Hein. Ouais, voilà. Là, il est plus super végétal. Là. Ouais, voilà. Là, il bouge encore. Là, il bouge encore. Il bouge encore, voilà. Tu ne le sais pas encore. Et mais... durant, donc, entre 98 et 99, il va affronter tous les meilleurs faces. Donc vraiment, ça qui est bien, c'est que son push va être progressif. Oui, parce qu'à la fin, c'est obligé d'être organique, lui. Oui, bah oui. Les gens, ils ont envie de le tuer. Ouais, mais il restera heal pratiquement tout le temps. C'est ça ok, c'est bien. Même s'il est popé, parce qu'il pète la classe, hein. Puis il peut pas pump. Voilà. Mais, il est heal. Donc du coup, il va tartiner, il va affronter du Diamant Dallas Page. Il va même affronter du Rey Mysterio. Ça, c'est rigolo à voir. Hein. Goldberg, dans l'année 99, c'est un des gros rivals de Goldberg. C'est même pas un match chez pour Rixa, je crois. Non, c'est des matchs corrects. Hein, ouais, c'est correct. Des matchs corrects. Il va affronter aussi les mecs de la WCW, on va dire, qui étaient face à la NWO. Il va aussi les affronter. Est-ce qu'il a quand même fini par affronter les Hogan, les Nash, les Hall, les trucs là? Non. À part Nash. Parce qu'après, quand il y aura plus de NWO, il y aura des matchs Scott Steiner à Nash. Et puis, de toute façon, il les avait déjà affrontés avant. C'est pas Hogan, par contre, je crois. Non, Hogan, il l'a jamais affronté. Ouais, parce qu'Hogan, il avait peur d'avoir son cul partout. Ouais, je pense, ouais. Ah, là, il le... Ouais. Il va faire partie du segment horrible du Finger of Doom, hein. Parce que comme c'est un rassemblement de la NWO, il en faisait partie à ce moment-là, donc il sera dedans. Mais lui, il va être après, justement, quand la NWO commence à faire un peu de la merde, il sera un peu à part. Et il n'y a pas de rivalité avec son frère? Bah si, au début, si. Parce que tu l'as pas dit. Ah oui, je l'ai pas dit, mais en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est oubliable. Ouais, ça c'est ce qu'on expliquait. Ouais, voilà, c'est vraiment... Ouais. C'est qu'en fait, Rick, il part vite dans les limbes. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, ça, on arrive sur les Rousseau, c'est un peu dommage. Dans toute l'année 99, il va quand même toucher le titre télé et le titre United States. Donc c'est les gros titres intermédiaires. Les gros titres intermédiaires, donc champion US et champion... Moi, j'aimerais bien que le titre télé revienne, tu vois. Je trouvais que c'était bien un titre qui changeait qu'à la télé. Bah, encore une fois. Oui. Voilà, bon, c'est pas le cas, parce qu'ils ont pas de weekly, mais à la New Japan, pour défendre ma paroisse, il y a un titre télé. Ouais, c'est pas ça, moi j'aimais bien le concept du titre télé. Le titre télé à WCW, c'est vraiment bien utilisé. Ouais. Et puis ça permet d'avoir de temps en temps des changements de titre. Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on a pu un changement de titre à un Raw ou un SmackDown? Un gros changement de titre, je sais pas. Si, il y a eu Gunther récemment. Ah putain, il m'a dit, mais tu me niques la gueule, lui. Mais c'est vrai que sinon ça arrive pas souvent, oui. À part, depuis Gunther, ça faisait très long. Alors oui, c'était le titre mondial, puis c'était pour emmener Gunther vers Goldberg pour le match. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. Le titre télé, moi j'aimais bien. C'est ça. En 99, ça c'est vraiment une idée de con. J'ai envie d'en parler parce que c'est du Rousseau. C'est pour vous montrer le booking de Rousseau. On est en décembre 99. Steiner fait une promo comme quoi il est blessé au dos, gravement. Et en fait, il doit prendre sa retraite. Donc, il est hyper émotionnel en plus. Il le joue bien. Il le joue bien. Là, les gens sont en plus route pour lui, sont dégoûtés, machin. Ah, il est déjà dans son face turn. Ouais, on a l'impression qu'il va faire un face turn. À ce moment-là, tu vois, en fait, les gens l'aiment tellement. Et là, il annonce qu'il prend sa retraite. Donc, c'est limite un face turn, mais pour la retraite, quoi. Donc, c'est ultra triste. Bah non, il revient plus tard dans la soirée, il défonce 6 Vicious. En fait, il y avait rien. J'aime pas ces trucs-là. Voilà, j'aime pas non plus. Pour reformer la NWO 2000. Qui va être coulé parce que Bret Hart se blesse. C'est ce qui aurait dû sauver la WCW d'après Rousseau, voilà. Mais comme Bret Hart se blesse, et ça en plus il le dit encore aujourd'hui, hein, Rousseau. Hein. Il dit encore que pour lui ce qui allait sauver c'est le fait que Bret Hart soit dans la NWO. Oui, ce qui est complètement con. Je vais pas paraphraser, mais comment sauver une fédération avec ce qui a tué la fédération. Exactement. Et du coup, on va arriver enfin à la fin de la NWO, donc on va arriver dans Rousseau Full Force, parce qu'en fait, il a fait je l'avais déjà dit, un premier passage 99. Il doit retourner à la WWE, non, il prend juste du time off parce que il est en burn-out, et ensuite il... avec toutes les idées qu'il a eues, c'est normal. Voilà, il est en burn-out constant. Et en fait, après le reboot, là où ils font les 2 semaines d'arrêt... Où ils arrêtent complètement, oui. Et en fait, ça devient le $1 Million Club contre le New Blood. Et en fait, la grosse tête d'affiche du New Blood, c'est ce que c'est. Alors, il avait beau avoir 40 piges, c'est compréhensible qu'il soit dans le New Blood. Parce que c'est totalement un autre perso. Voilà. Sur lui, je veux bien le comprendre. Lui, je peux le comprendre. Ouais. Bon, DDP, tous ces mecs-là, DDP presque, mais entre guillemets, c'était... Attention, déjà là, tu montres clairement les codes du catch en disant que tu arrêtes il y a rien pendant 15 jours, on remet tout à zéro. C'est ça. Et les 2 plus gros rivaux qu'il va avoir à ce moment-là, il y aura Goldberg, évidemment. Goldberg, il.
Mais ça n'a pas duré longtemps Goldberg là, parce qu'ils se sont quand même rendu compte que c'était de la merde, mais il fallait jamais le faire, tu vois. Et c'est surtout, il va aider à mort, parce qu'il est ultra poussé à ce moment-là. Ils ont essayé de faire une Goldberg 2, c'était avec Sid Vicious. Oui. C'était avec presque Sid. C'est qu'en fait, ils lui ont fait une streak, où ils exagéraient 8 fois plus que celle de Goldberg. Ah putain. Parce que Goldberg, c'était violent. Bah, en fait, le mec, en début de show, il était à 90-0, et en fait, à la fin du show, il était à 97. Et il a gagné qu'une fois. Et en plus, il avait gagné par DQ dans le match. Voilà, Ces histoires de streak ou ces histoires de trucs, c'est des machins qui marchent, mais une fois, au bon moment, un truc, ouais. quand tu le refais, c'est jamais aussi bien. Voilà, et Sid Vicious, il était limite invincible. La seule limite défaite qu'il va avoir, c'est face à Benoît, avant que Benoît se casse. Ou il va dropper le titre à Benoît. Un Scott Steiner Benoît, ça existe? Je crois que ça existe, ouais. Parce que ça doit être pas mal aussi. Ouais, attends, il faudrait regarder, mais il me semble que ça a dû exister, mais dans des nitros, tu vois. Ouais, un truc pas officiel. Oui, pas dans une rivalité. Mais ce genre de match-là, on parlait tout à l'heure de booking un peu fantasy. T'as ce match-là. On prend les deux à leur prime. Ouais, c'est costaud, ouais. The Rabbit Wolverine et Scott Steiner. Ouais. Et du coup, entre 2000 et 2001, on va arriver enfin à ce qui devait être le main eventer et en fait, ça deviendra pour moi le gros visage de la fin de la WCW avec Booker T. Parce que après Sid Vicious, il va y avoir ce fameux match à 4 du truc que toi tu ne peux pas regarder. Il y a Scott Steiner, il y a Sid Vicious, il y a Kevin Nash. Ah oui, non, mais. Et le dernier, je sais plus, où on demande à Sid Vicious, qui commence déjà à être complètement broken, de faire un saut de la 3e corde. Quand il se pète légèrement la cheville. Qui se fait un 2e genou à la cheville. Alors tu vois, autant quand tu paraphrases, quand tu fais le Kevin Nash, je pleure de rire. Ouais. Le temps. Mais alors celui-là, je peux pas. Ah ouais, non, monsieur, allez le voir, vous trouvez. Non. Si vous n'êtes pas sensible, allez le voir, mais c'est immonde. En plus, le gars, les médecins ont mis du temps à venir, c'était un peu. Il s'en est jamais remis de ça. Ah non, c'est la fin de sa carrière, c'est la fin de sa carrière. Oui, en même temps, il s'est pété le tibia péroné. Alors le mec était déjà un peu bousillé avec toutes ces années parce qu'il avait assez de carrière quand même, c'est Vicious. Et en fait, on lui dit, ça pourrait être impressionnant, tu vas sauter sur Scott Steiner en faisant un big boot de la 3e corde. Pourquoi il a accepté? Et donc du coup, au moment de l'atterrissage, comme je dis, sa cheville se casse complètement en deux. Ah, c'est affreux, hein. Je le mettrai pas dans le montage, les gars. Parce que ça fait partie des trucs que je n'arrive pas à regarder, mais ouais, c'est vrai que lui pour le coup, Droz, j'arrive pas à regarder. Non, mais on peut pas le trouver, Droz. Ah, Droz, c'est un show. On peut plus le trouver, ouais. Ouais, c'est pas plus mal. Et celle-là, j'ai du mal. Ouais. Et pourtant, Kevin Nash, le fait qu'il y ait le Dame, ça me fait rire. Voilà, ça lui fait tellement bien. C'est ce qui arrête la NWO. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, notre bon ami Scott, il va enfin devenir champion. Donc, on est dans l'année 2000. Dans l'année 2000, Booker T devient enfin champion à Bash at the Beach après le truc que j'ai déjà parlé. Ton pay-per-view préféré. Avec Jeff Jarrett. Avec Jeff Jarrett, Hogan, Rosso, ouais, voilà. Booker T devient enfin champion. Hogan revient plus, hein, c'est ça. Hein. Ah oui, c'était la dernière apparition d'Hogan. Ouais, voilà. C'était bien. Ouais, c'était bien. Donc Booker T devient enfin champion parce que lui aussi il le méritait. Lui aussi c'était un des gros workhorses, des mecs qui faisaient les meilleurs matchs. Ultra charismatique aussi, physique démentiel. Franchement, allez voir Booker T en 99-2000, les enfants. Alors, Scott Steiner, c'est ses bras. Booker T, c'est son dos. Moi, j'ai envie de vous dire, allez voir Booker T. Ouais. Sans forcément. Ouais, mais Booker T, WWE connaissait un petit peu. Allez voir Booker T à WCW. Vraiment. Et en fait. Écoutez-le en commentaire. Voilà, Scott, il va rentrer en feud avec lui dans la fin de l'année. Booker T va gagner, je pense, il va gagner le premier match, ça va finir en DQ, une connerie comme ça, parce qu'on reste quand même sur du booking Rousseau. Hein. Et en fait, on va arriver au pay-per-view. Alors, je l'avais en tête et je l'ai plus. C'est pas Kid, Sid, c'est pas le. Non, c'est pas Grid. Je ne l'ai plus, excusez-moi. Voilà, juste Messiah, il y a autre chose que t'as oublié aussi. Ah oui. T'as oublié de parler de sa manageuse. Ah oui, c'est juste après que il commence à l'avoir. Ah je croyais qu'il l'a vu dès. Autant pour moi. C'est à ce moment-là qu'il l'a. Ok, donc du coup, t'as retrouvé le pay-per-view? J'ai retrouvé le pay-per-view, oui, c'est Mayhem. Donc Mayhem 2000. Donc c'est 26 novembre. Donc lui, je sais plus s'il l'a déjà à ce moment-là ou s'il allait un peu après ou un peu avant, mais du coup je vais en parler parce que c'est un de mes souvenirs marquants. C'est même pour le moment il en a eu deux, mais la plus marquante, il va avoir une demoiselle à côté de lui, donc pas une manageuse, un valet, parce que ça parle pas pour lui, hein, pour le coup, il fait ses promos tout seul, ses promos de taré tout seul. T'as pas parlé encore. Hein, non, j'ai pas parlé. C'est Emi Daja. Oui. Voilà. Donc moi elle m'avait marqué quand j'étais gosse parce que c'est vraiment une très belle femme et qui colle bien à son style en fait, parce que très pulpeuse, très
pas vulgaire, mais pas loin, quoi. C'est vraiment, ouais, pas loin. Ça se discute. Voilà. Et pendant un moment, il va en avoir deux. Une qui va s'appeler Shakira, c'est un peu rigolo. Voilà. C'était peut-être la vraie. Voilà, et ça collait bien parce que comme tu as dit, Côte de Maille, il venait, sauf quand il va avoir la ceinture, la Beagle Belt, il va parfaitement. Ah oui, alors là. Ah mon Dieu. Top 3 des catcheurs qui portent bien la Beagle Belt. Voilà, c'est clair. Donc du coup, il vient, il a les deux magnifiques femmes à ses côtés. Ça, vu qu'il a une gimmick de très macho, on est dans les années 90, donc ça passe encore. Hein. Un petit peu macho man, non? Un petit peu tiré du nouveau Macho Man. Ouais, du nouveau Macho Man, un peu ça. Un peu, hein. Oui, parce qu'il parlait très très mal. Je suis pressé qu'on fasse ce Macho Man. T'as dit, on n'en a pas parlé, mais si, hein, c'est vraiment là où il commence vraiment à faire ses promos, je l'ai dit, hein, complètement fou. Non, mais tu avais dit les Steiner Mats, c'est après. Les Steiner Mats, c'est à la TNA. D'accord, on a le temps de voir venir. Voilà. Là, il y a 2-3 trucs incohérents, mais c'est pas encore les Steiner Mats, quoi. Ah, ok. Mais c'est vrai que, ouais, inspiré un petit peu du Macho Man, quand même. Ouais, du Madness. Ouais. Exactement. Voilà. Je suis pressé qu'on la fasse. Ouais, on la fera aussi. Macho Man, moi c'est Madeleine de Proust. Et donc du coup, ouais, durant Mayhem, il arrive enfin à battre Booker T pour devenir World Heavyweight Champion. Je le redis parce qu'avec, je sais pas si on a à Mayenne, il arrive enfin à battre Booker T pour devenir champion du monde de la WCW. C'est ça. Désolé, hein, c'est juste à cause de la moto, les amis. Oui. Et du coup, ça devient l'un des rares à la WCW à être Triple Crown. Ça veut dire avoir eu les 3 titres solo de la fédération. Les 3 titres télévisés, américains, ouais. Et le World Heavyweight. Le World Heavyweight. Et c'est plus que mérité pour lui. Oui. Voilà. Donc avec la rivalité avec Booker T, il va quand même continuer un petit peu. Moi c'est là où je l'ai connu. Je me souvenais quand je regardais RTL 9 en 99, en 2000. Donc, parce qu'au début, il diffusait la WCW avant WWE. Oui. Donc en 2000, moi je me souviens je voyais Scott Steiner et Booker T. Mais je peux comprendre que quand t'as 8 ans. Bah là du coup j'avais 9 ans. Ouais, voilà. T'as 8-9 ans. Tu vois ce mec à la télé, le charisme, les biceps, forcément tu pètes ta cap. Et avec la ceinture, voilà. Obligé. Ah ouais, là c'était vraiment. On le sent aujourd'hui, c'est vraiment une émission dans l'émotion. Dans l'émotion. Et à tel point, je pensais que les deux, parce qu'on n'a pas la même vision en étant enfant, j'imaginais qu'ils étaient tous les deux. Ils faisaient un run-in là. Je sais pas si vous l'avez entendu, Scott. On a entendu. Ah bien. On a entendu l'alarme. Il va venir te péter ta gueule. Bah non. Moi je lui serre la main. Hein. Ah bah oui. Moi j'ai plus de main. Après. Et en revérifiant l'émission, moi je pensais qu'ils s'étaient partagé le titre, qu'ils faisaient la patate chaude entre les deux. Entre Booker T et lui, ouais. Ouais, parce que vraiment quand je me souvenais que je voyais Nitro, j'avais l'impression qu'on disait que l'un était champion. Par contre, on est d'accord, on est sur quoi, les 3-4 derniers pay-per-view de la WCW, malheureusement. Exactement. Et en fait, ben non, il l'a eu qu'une seule fois, le titre. Mais il l'a gardé. Il l'a gardé jusqu'à la fin, jusqu'au dernier Nitro. Donc de Mayenne. Voilà, c'est ça. Il va avoir plusieurs pay-per-view. Il va se détacher un peu de Booker T. Il va affronter Nash à un pay-per-view. Il va affronter encore une fois Sid et Goldberg. Bah Sid, je croyais que c'était fini, t'avais dit. Ah oui, c'est fini, excuse-moi, pas Sid, Goldberg et Nash. Voilà. Et Diamond Dallas Page. Ah, voilà, c'était ça, c'était Didi Sid, malheureusement. Non, c'était Didi que je voulais dire. Donc il va affronter quand même 3 gros visages qu'il va battre. Le dernier pay-per-view Grid est très très bien. Vraiment, le dernier pay-per-view de l'année 2000 est très bien. Allez le voir. Et comme j'avais dit, fin de 2000, début 2001, quand il n'y a plus Rousseau, c'est bien la WCW. Oui, le problème c'est qu'elle est déjà morte. C'est déjà mort. C'est dommage. Voilà. Et officiellement, c'est le dernier champion de WCW. Parce que quand Booker T va reprendre le titre au dernier Nitro, on est sous la WWF. Ah, le dernier Nitro, c'est la WWF. Ils sont déjà rachetés, vu que Shane le dit et tout. Oui. Et comme en fait, la WWE ne rachète pas les droits de Scott Steiner. Ouais. Tout de suite. Et bah, du coup, il s'en va. Donc, par contre, il accepte de bosser pour le dernier Nitro quand même. Même s'il a pas été Corporate, hein, de toute façon, t'as entendu beaucoup de choses sur lui en backstage. Très peu. Il a été vocal dans l'ère récente, à des fois critiquer un peu, on va dire ses bookers, ses machins comme ça. Il a beaucoup critiqué Triple H. On y reviendra. Ça c'est mon moment à moi. Ouais, c'est ton moment à toi. Mais on va dire WCW, lui, ça a vraiment été un WCW guy. Ça veut dire qu'il a respecté jusqu'au bout et il crachait pas dessus. Il a pas voulu signer la WWF. Rien. Lui, c'est vraiment, il a été loyal jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il fait entre la fin de WCW et son arrivée à la WWE fin 2002? Il va juste, pendant la dernière année, il va participer à la fédération qui faisait c'est pas une vraie fédération. C'est une fédération, c'est un truc que Hogan avait monté. La World Wrestling All Star, là. Ouais. Voilà, où le mec faisait des tournées un peu partout. Avec ses potes, là, les Nasty Boys. Avec les Nasty Boys et un peu tout le monde qui. Ouais, j'ai un DVD, ça. J'avais un vieux DVD qui traînait de voilà, ça. c'est ça. C'est pas parce terrible. qu'en fait, lui, il a gardé son contrat d'Awell jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à novembre 2001, un truc comme ça.
Et ouais, il va rejoindre la All-Star. Il sera toujours accompagné de Midjaja. Ouais. Donc ça c'est cool, il va garder son management quand même assez longtemps après. Il va faire des matchs en Europe, en Australie, tout ça, sous l'air un peu chapeauté par Hogan. Mais les gens étaient très contents de le voir forcément. Bah, ça restait un nom. Hein. Ah, c'était un énorme nom et qu'on était quand même con qu'il n'ait pas signé. Et juste avant de signer à la WWE, il a refait équipe avec Rick. Ah, ça c'est cool. J'allais te demander si. Allez, New Japan. Ouais. Il a refait un passage à New Japan. J'ai revu des gifs de ce match assez récemment. Ça m'a fait halluciner. Où il a affronté mon catcheur préféré, Hiroshi Tanahashi, qui était en équipe avec Kensuke Sasaki. Et ça, tu peux pas le remettre dans un watch along? Ce serait cool, ça. Je peux peut-être essayer de le retrouver, ouais. Ça doit être sympa, ça, quand même. Est-ce que le match, est-ce qu'ils l'ont diffusé ou pas? Est-ce que c'est un match entier ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'un des seuls de leur seule réunion? Il me semble que Parce que à la WWE, on est d'accord que non. Rick ne revient pas. Rick, il se fait pas signer. Alors, je sais même pas si à la TNA, peut-être ils ont fait un truc, mais il me semble pas. Je crois qu'ils n'ont pas eu de réunion dans des grosses fédérations. C'est Rick le grand frère? Ou c'est Scott le grand frère? Il me semble que c'est Rick le grand frère. Je pense que c'est Rick le Il me grand semble frère. que c'est Rick le grand frère, ouais. Ok. Alors du coup, je te propose qu'on part sur une pause Oui, et et ensuite, qu'ensuite on parle de la WWE parce que là en plus je vais pouvoir parler un peu. C'est ça. Voilà. Eh ben, c'est parti. Alors, c'est reparti. La pause a été un poil plus longue parce qu'on a préparé une petite surprise avec Nico, notre l'acolyte qui nous rejoint de temps en temps. Du coup, là, on va arriver à son arrivée. Désolé, j'ai pas trouvé autrement pour le dire. À la WWE. Oui, yes. Où là, je peux en parler un peu parce que là, j'étais connecté, j'étais présent. Oui. Donc, il arrive en cassant la gueule de Matt Hardy et de Chris Nowitzki, Oui, Chris Nowitzki, oui. qui était portrayé un peu comme un joueur de football américain étudiant, C'est ça. avec la veste et tout. Et je vais encore le redire, je le dis à chaque émission dès qu'on le cite, big up à ce mec-là, parce qu'il a travaillé sur les commotions cérébrales. S'il était pris avant, peut-être que Benoît, par exemple. c'est ce mec-là qui a eu accès au corps de Benoît. Ah d'accord, ah c'est vrai. Oui. Ah, truc de fou ça. Sur le cerveau de Benoît, et qui en fait, il avait le cerveau d'une personne de 85 ans. Ouais, de 85 ans atteint de Parkinson. Ouais. Bon après, voilà, mais c'est juste parce que j'aime bien le citer, quoi. Par contre, on nous l'a demandé. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a dit, il aimerait bien qu'on fasse Chris Benoît. J'ai dit, on le fera certainement, toujours dans la mesure où toujours différencier l'homme du catcheur. Mais on fera une émission sur Benoît, il faut voir. Ouais. Du coup, et je te confirme, c'est bien Chris Nowitzki. Voilà, non, mais ça je m'en rappelais. Donc quand il arrive, il les démonte. Moi, je l'ai déjà dit, ce qui me pose problème dans son run, c'est que quand il arrive à la WWE, il est encore plus gonflé qu'à la WCW. Ouais, il est blessé aussi. Il arrive blessé et tout de suite on le claque en rivalité avec Triple H. Oui, qui est en plein règne de la terreur. Donc, il est en plein règne de la terreur. C'est la deuxième superstar de la WCW. Non, Booker T, c'est après qu'il le coule. Il coule Booker T après. Voilà, donc c'est la première vraie grosse superstar de la WCW qui arrive. Mais vraiment, je parle vraiment. Oui, c'est parce que Ric Flair, Ouais, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas coulé pareil. C'est pas coulé pareil. Ric Flair, c'est différent. De toute façon, Ric Flair, il lui a dit des mois et des années, t'es le meilleur Triple H, t'es le meilleur Triple H. Moi, j'ai toujours un problème avec cette rivalité-là. C'est ce que j'avais dit dans l'émission sur le traitement des stars de la WCW. Mais comme l'émission, elle a plusieurs mois, on peut se permettre de reparler un petit peu, puis c'est clairement dans le contexte. C'est que Scott Steiner, dès le départ, on l'envoie face à lui, alors ça aurait été bien qu'il ait une ou deux rivalités, avant. Pour le préparer pour le préparer. Déjà pour le préparer. Parce que par exemple, je vais encore une fois citer Goldberg. Goldberg, à son arrivée, ne combat pas Triple H tout de suite. Bon, il combat un autre gros nom, mais qui est pas champion. C'est The Rock. Oui, mais c'est son pote. Oui. Donc tu sais que The Rock va pas tenter de le torpiller. Il a pas besoin de The Rock pour se torpiller tout seul, Goldberg. Parce que tu vois que The Rock dans le match face à Backlash. Et après, il y a Chris Jericho. Oui. Il y a cette donc du coup, ça te permet un petit peu de te poser le personnage. Et Goldberg n'avait signé que pour 1 an. Scott Steiner signe pour 3 ans. Tu as le temps. Tu n'es pas obligé de force. De force-wader. Pourquoi j'essaie de parler en anglais? Ouais, voilà, d'accélérer. Tu n'es pas obligé d'accélérer les choses, tu peux prendre ton temps, ce que la WWE ne fait pas. Et ça, je trouve dommage. Pardon. Non, c'est pas grave. Dans leur rivalité, ils ont plusieurs ils reprennent un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, un déroulé à la face à Buff, avec des concours de pompe, des concours de pose plastique. Et souviens-toi que ce segment, c'est dans Here Comes the Pain dans la carrière. Oui, tu peux le faire dans Here Comes the Pain. Alors, je tiens à dire que moi, à cette époque-là, ne connaissant pas Scott Steiner, étant totalement fermé au in-ring, je savais pas ce que c'était, moi. Et n'ayant pas accès au pay-per-view, je savais pas que les matchs avaient été pourris en pay-per-view. Je savais pas. Ouais. Les deux, ils ont deux, je crois, un en... Et ils en ont un au Rumble et un à No Way Out. Voilà.
Les deux sont à chier. Triple H dira que c'est à cause de Scott Steiner et Scott Steiner dira que c'est à cause de Triple H. Oui, sauf qu'il faut être deux pour faire un mauvais match. On est bien d'accord, il faut être deux pour faire un bon match. C'est pas la question. Mais quand il arrive, moi je reste persuadé que de toute façon Scott Steiner ne peut plus rien faire. Il peut plus catcher. Aujourd'hui, il est tellement balèze, il a les bras tellement gonflés qu'il ne peut plus rien faire. Voilà, c'est ça. Déjà, il est trop musclé. Il va rester musclé après, mais c'est surtout entre le muscle, le fait qu'il a pas vraiment catché depuis 1 an et quelques sur les circuits indépendants, alors il faisait pas grand chose, et les poids des blessures, parce que je sais qu'il a une grosse blessure au pied. Il va s'y faire soigner après son départ de la WWE, j'y reviendrai. Et en fait, les matchs sont très mauvais, et en plus, on est dans la période, tu l'as dit tout à l'heure, le règne de la terreur de Triple H. Bah en fait, c'est ça. C'est comme là, on peut y revenir. C'est Scott Steiner est très limité, voire limité vraiment. Et à côté, il y a Triple H qui veut pas bosser, qui veut le couler. Triple H et puis peut-être un petit monsieur beau-père qui lui a dit les mecs de la WCW va tous les faire venir, mais tu vas te faire un malin plaisir de tous les enculer. C'est ça. Excusez-moi pour le terme. C'est ça, parce qu'en plus il va y avoir des beatdowns d'évolution, parce que l'évolution commence à ce moment-là, même si ça va rater, parce que Batista et Orton vont se blesser, je l'avais déjà dit, mais il va y avoir une attaque à 4 sur Scott Steiner. En plus. Donc déjà, en plus le mec vient d'arriver, il se fait déjà, le mec est un monstre physique, mais il se fait prendre comme une pucelle. Voilà. Littéralement. Et, comme tu dis dans les matchs, c'est surtout, ce No Way Out est pas bon, mais c'est celui du Rumble qui est immonde. Le premier est vraiment immonde. Là, entre l'autre qui veut pas travailler et l'autre qui arrive plus, ça donne une chimie dégueulasse, à tel point que Scott va rater des trucs qu'il n'a jamais raté de sa vie. Il va rater des souplesses, des butterfly souplesses qui va complètement foirer. Je sais que, plus tard, quand il va avoir son autre rivalité, on va dire un petit peu importante avant de partir, c'est Test, il va rater une marche d'escalier pour mettre un coup à Test, et en fait il va se manger la tête par terre à 10 cm de Test. Mais de toute façon c'est fini après sa carrière WWE. Ouais. Mais moi ce que je te dis, ce qui me fait chier, c'est qu'il a signé pour 3 ans. Donc tu avais le temps de faire mieux, mais tu n'as pas voulu faire mieux. La WWE n'a pas voulu faire mieux. Lui, je pense qu'il n'avait pas envie de se faire chier parce que le planning WWE était très contraignant. Ouais, trop contraignant. Donc ça allait pas. Le Triple H face à Scott Steiner, il fallait le faire. De toute façon, c'était un des trucs qu'il fallait faire. Mais, ouais, moi, ça reste un truc. Par contre, tu vois, j'ai eu le même effet que toi. Quand tu as expliqué que quand tu l'as vu arriver, que tu avais 8 ans à la WCW avec sa gimmick du Big Papa Pump, t'étais comme un gosse, comme un cinglé, bah, pas comme un gosse, t'es comme un fou. Comme un fou. Moi, quand je l'ai vu arriver, j'avais quelques années de plus. J'étais dans l'adolescence, mais quand je l'ai vu arriver, là, en plus, il y avait les gyrophares. Ouais. Waouh, truc de dingue. Ouais. Et le problème, c'est qu'après, ça a été n'importe quoi. Oh là, do you hear me? Mais, ouais, c'était pas terrible. Et après, on est dans le moment où Triple H, de toute façon, il s'est amusé à niquer tous les stars WCW. Et ça va bousiller son aura. C'est ça le truc qui est vraiment triste, c'est que ça va vraiment... C'est que lui, pour le coup, ça a fait mal, ouais. Ça lui a fait très très mal ce run. La rivalité face à Test, dans l'idée, elle est quand même sympa, bon, un peu misogyne quand même. Mais c'était de récupérer Stacy Keibler. Oui, parce qu'en fait, Test était immonde avec Stacy Keibler, et en fait, elle va se tourner vers Scott. Moi, j'adore leur entrée à deux, même si, encore une fois, Stacy Keibler, elle est portrayée comme... voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais leur entrée où il lui tient les cordes et qu'il se met du bon côté quand elle passe. Pour pas qu'on voie son cul. Oui, pour que lui le voit. Excusez-moi. Ouais, pour que lui le voit. Voilà, c'est surtout ça. Moi, j'aimais bien quand même, parce que Stacy, c'était une de mes préférées quand j'étais gamin. Ah oui, bah, c'était... Parce que pareil, c'est quand on est gamin, on voit une femme comme ça, on est impressionné. Bah, elle, pour moi, c'était la plus belle femme de la WWE. Ouais. C'était la plus belle. Ouais. C'était pas une nana qui était, surgonflée au niveau des pectoraux. De tout. Et voilà. Elle était belle. Ouais. Et d'ailleurs, cet enfoiré de George Clooney s'est fait plaisir quand même. Ouais, bah, voilà, c'est clair. Après, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, ces 3 ans, ils doivent se transformer en 6 mois parce que après la rivalité de Test, je crois qu'il repart. C'est ça. En fait, après la rivalité, il apparaissait déjà plus trop à l'écran et en fait, il va se faire libérer de son contrat parce que pendant 2 mois, en fait, il était blessé. En fait, là, c'était plus possible. Il fallait qu'il prenne du repos. Et en fait, ils lui ont négocié pour qu'il puisse quitter en août 2004. Donc c'est dommage parce que tu aurais pu bosser pendant 3 ans et on aurait pu avoir des matchs. Ouais, on a eu presque un an. On aurait pu avoir un truc cool et le mec en fait était déjà complètement fini. Mais bon. Et c'est ce que j'ai dit avant qu'on arrive à la TNA. Il a eu une grosse opération du pied. Il a 6 vis dans le pied. Parce qu'il fait déjà la mobilité. Voilà, forcément. Et en fait là, après ça, il va quand même faire de 2005 à 2006, avant d'arriver à la TNA, faire encore une fois du circuit indépendant.
Parce que c'est quand même un gros nom, et comme il avait toutes les connexions des territoires et tout, c'est facile. C'est lui, c'est parti des mecs qui claquent des doigts, il est booké. Oui, il bossait, oui, bien sûr, c'est normal. Et tout à l'heure, j'étais pas sûr, mais c'est pratiquement que sur les circuits indépendants où il faisait équipe avec son frère. Donc il revenait avec son... Ouais. Mais je pense que le fait de se remettre avec son frère, ça lui permettait de pas catcher tout seul. Ouais, c'est clair. Parce qu'en étant tout seul, avec les vis dans le pied, ce qu'il était capable de faire et tout, il était peut-être plus capable tout seul. Voilà, et il y avait une fédération où c'est quand même un fun fact, ça doit être un des seuls mecs dans le business, à part Rousseau qui doit bien l'aimer, c'est que dans une fédération indépendante nommée la loi, ouais. Je connaissais pas. Je connais pas du tout ce truc, je viens de l'apprendre justement en me redocumentant. Ouais. Il a fait équipe avec Buff Bagwell. Dans une équipe nommée Fame and Fortune. Petit fun fact. Ouais, mais alors, ouais. Bah, moi, c'est bien, ça a terminé son truc. Après, tu vois, lui, pour la WCW, pardon, j'ai un peu pour la WWE, pardon, j'ai un peu un sentiment d'inachevé. Complètement, ouais. Mais, oui et non. Parce que, de toute façon, et je le dis dans la première vidéo qu'on fait, il ne pouvait plus rien faire. Il fallait qu'il se soigne, en fait, avant de signer. C'est ça, en fait, il aurait dû aller se soigner avant de signer. Se soigner, revenir, peut-être 5-6 kilos de moins au niveau des bras. Laisser Triple H redevenir catcheur et plus tyran. Voilà. Peut-être faire une ou deux rivalités un peu... Après, encore une fois, c'est pas la faute du catcheur. C'est la faute du booking. C'est Vince McMahon, il même si je pense... Non, mais de toute façon, Vince McMahon, il a eu l'envie d'embaucher toutes les stars WCW qu'il pouvait pour leur dire et leur faire le révisionnisme WWE. Tu vois, maintenant, vous êtes chez moi, vous allez bouffer de la merde. Exactement. Et c'est ce qu'il a fait à toutes ces stars-là. On l'a déjà dit. Triple H, il coule quand même son pote de la clique. Oui, Kevin Nash. Il coule Scott Steiner, il coule Booker T, il coule Kevin Nash, il coule Goldberg et il coule Sting en 2014. Toujours pour le révisionnisme WWE. C'est ça. C'est dommage. C'est dommage. Je te laisse continuer du coup. Oui, on va arriver à la TNA. Donc en 2006, il fait son arrivée à la TNA. Une arrivée un peu choc. Après, à partir de 2006, il y a quand même beaucoup d'anciens WWE, WCW qui viennent. Donc du coup, on commence un peu à s'y habituer, on va dire. Le plus grand Kurt Angle. Ouais, le grand Kurt Angle. Non, la vraie plus grosse signature de la TNA, ça restera Sting, mais. Non, oui, mais Sting, c'est pas un catcheur WWE. Ah oui, quand tu parles de mec qui vient de. Toi, tu as dit, oui. Mais je parle de la plus grosse signature, je pense que ça restera Sting. Indirectement, je pense que c'est con à dire, mais indirectement, même dans c'est Hogan. Ouais, non, mais au moment de la signature, on est d'accord, mais de ce que ça a apporté, non. Alors, après, de ce qu'a apporté, c'est le pire. De ce que ça a apporté, je pense que c'est Sting. Voilà. Comme tu as raison. Oui, voilà, signature de catcheur d'une autre fédération, c'est Sting. Ouais, voilà, c'est ça il était agent libre. Et on peut même en discuter à propos de la WWE, je me demande si même, on l'a déjà dit, mais c'est peut-être même l'une des meilleures signatures de la WWE. Ouais. En termes d'anciens catcheurs. D'anciens catcheurs, c'est sûr, ouais. On l'a déjà dit, de toute façon. Et du coup, en fait, quand il rejoint la TNA, en fait, il va être un peu un bodyguard de Jeff Jarrett. Donc, il vient en tant que heel, il rejoint le Triple J, comme j'avais déjà dit, donc le tyran de la TNA, qui est en même temps fondateur. Non, mais c'est son pote. Voilà. Ils sont potes, ouais, ils sont potes. Bah, ils étaient ensemble dans la NW. Mais tu vois, il rejoint en tant que bodyguard, pas en tant que catcheur. Non, il va très vite catcher. Ah bon, je pensais qu'il il va très vite catcher. Là, il rejoint parce qu'il est balèze et que Jeff Jarrett se fait protéger. Il va être un peu en alliance aussi avec Kurt Angle, un peu, en fait, il va tourner vraiment autour du main event, mine de rien, sans l'aide vraiment. C'est-à-dire, il va pas toucher le titre, tout ça. Il va être dans les grosses storylines. Dans son in-ring, il va toujours utiliser sa puissance, mais là, il est beaucoup plus limité, beaucoup plus lent. Parce qu'en même temps, on l'a dit, mais par contre, il fera moins de désastres qu'à la WWE, parce que là, il est quand même un peu soigné. Et peut-être qu'en face de lui, il y a un mec qui voulait catcher. Aussi. Voilà, donc comme on dit, il faut être 2 pour faire un bon match. Hein. Et 2 pour être un mauvais. Hein. C'est ça. Hein. Totalement, mais alors 100% d'accord avec toi. Voilà. Et on va arriver, je vais pas retracer toute la carrière TNA. Il y a quand même des trucs un peu sympas, un peu marquants, parce que comme j'ai dit, il est autour du main event. Il fera partie de la main event Mafia aussi. Normal. Voilà, normal, hein, il a la tête pour et tout ça. Il va faire vraiment, entre 2006, 2009 et ensuite de 2010 jusqu'en 2021, il va venir très souvent à Impact. Vraiment, il va venir, il fera souvent des apparitions, en fait. Des coucous. Mais rien d'important. On va s'arrêter, justement, sur la petite surprise qu'on vous a prévue. Je vous ai dit au début d'émission que je ne voulais pas faire la promo du Steiner Mat, parce que tout le monde en parle. Alors déjà, faut que t'expliques c'est quoi le Steiner Mat. Voilà, c'est ça. Et un grand merci à mon coloc, à Nico, qui nous rejoint souvent dans les émissions. Il m'a traduit la promo.
Comme ça, moi, je peux pas la faire en anglais pour que personne ne bite rien, même moi. Ensuite, si on aurait dû la faire en anglais, c'est moi qui aurais parlé anglais. Voilà. Donc, je vais vous refaire la promo en français. Alors avant, explique. Voilà. Le Donc, contexte. on est dans un segment TNA. Et en fait, on sait qu'il est foufou. On vous l'a dit dans toute la vidéo et qu'il dit des propos. On l'a dit sans trop le dire. Si, bah, en fait, quand il parle, il est tout agressif, il est tout intense, tu tout l'as dit. violent, et il est totalement incohérent la plupart du temps. Et, en fait, il est en plus ou moins en rivalité avec Samoa Joe et Kurt Angle. Voilà, déjà, Samoa Joe, ça aurait dû être bien s'il s'il était capable au de catcher. prime, ouais, s'il était au prime. Et en fait, il va parler de son match face à eux. Et en fait, il va parler de pourcentage et de chiffres. Et donc, du coup, ça va devenir les Steiner Mats parce que ça va partir totalement en live. Et en plus, on a revu une promo de lui toute récente, là, où il s'est fait interviewer. On lui a demandé, voilà, comment ça s'est passé, Steiner Mats, tu l'avais écrit la promo? Il fait, bah non, je l'ai pas écrit. c'est venu comme ça. Et ils me disent que le plus marrant, c'est quand même qu'il y a un professeur d'Harvard sur Twitter qui a essayé de comprendre ce que je disais. Alors, c'est très marrant. Donc, je vais tenter de vous faire la promo complète. Allez, vas-y. Vous êtes prêts? Si vous arrivez à comprendre, vous êtes fort. Hein. Alors, on s'abonne parce que là, mes CS donnent du mal. Voilà. Par contre, je vais pas l'imiter, hein. Je vais pas mettre à hurler et tout, faut pas déconner. Tu sais, ils disent tous que les hommes naissent égaux. Mais quand tu me regardes et que tu regardes Samoa Joe, tu vois que cette déclaration est fausse. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Petit tacle, mais Voilà. c'est mignon. Normalement, quand tu es en 1v1 avec un autre catcheur, tu as 50% de chance de gagner. Mais je suis un monstre génétique. Et je ne suis pas normal. Donc tu as 25% de chance au mieux de me battre. Mais il fait pas un triple threat, là? C'est un triple threat. Attends, c'est pour ça qu'on va commencer. Et ensuite, tu rajoutes Kurt Angle. Donc tes chances de gagner baissent encore drastiquement. Tu sais, tu vois, au triple threat, à sacrifice, tu as 33% et un tiers de chance de gagner. Mais moi, j'ai 66% de chance et 2 tiers de chance de gagner. Parce que Kurt Angle sait qu'il ne peut pas me battre et qu'il ne va même pas essayer. Ça, c'est pas mal aussi sur Kurt Angle. C'est pas mal aussi. Pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, non, mais la promo est cool. Pour l'instant, c'est pas mal. Alors Samoa Joe, tu prends tes 33% et un tiers de chance de gagner, moins mes 25%, et tu te retrouves avec 8% et un tiers de chance de gagner à sacrifice. Oh putain, là, ça part en couille. Ensuite, tu prends mes 74% de chance de gagner. Si on devait être en 1v1, tu rajoutes 66% et 2 tiers, et je me retrouve à 141% et 2 tiers de chance de gagner à sacrifice. Tu vois, Joe, les nombres ne mentent pas. Et ils épellent désastre pour toi à sacrifice. La vache. Voilà. Le Eh. Steiner Mat. Il est pas politicien, lui? Ah non mais... Je suis très fier de moi. Franchement, et je remercie encore une fois Nico. Nico, t'es le GOAT. Voilà. Merci, Nico. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'on pouvait plus trop lui laisser le micro. Oui, parce qu'il part en live total, il est en roue libre en fait. Et même plus tard, ça a continué. Ça a continué, ouais. Parce que là, quand ils sont arrivés, parce que là, ils sont rentrés au Hall of Fame, t'as encore des choses à dire sur la non, carrière sur la TNA, allez voir, si vous voulez, vous tapez Scott Steiner TNA, regardez des highlights, des trucs comme ça, et si vous êtes vraiment intéressé, vous trouverez des matchs un peu De cool. toute façon, son prime, on est d'accord. Il est déjà passé. C'est en Et en fait, 2098. c'est la TNA, c'est vraiment le truc le plus marquant, c'est limite, c'est cette promo, quoi. Qui est complètement folle, quoi. Qui c'est qui a gagné le match? Bon, il me semble que c'est Kurt Angle. Oui, bah oui, c'est le Ouais, seul ouais. qui avait aucune chance de gagner. Voilà, c'est ça. Après, tu vois, je me dis, bon, lui après, Il a failli avoir un drame quand même avec lui en 2020. ouais, Parce vas-y. qu'il aura une attaque cardiaque en backstage. D'accord, Il s'en est très bien remis. c'est bien. Et il a décidé après, justement, bon, il faut que je raccroche les bottes. Sans faire de spécialement de match de carrière et tout. Sauf, Et jusqu'à maintenant, il est pas retourné dans le ring. Ah, c'est pour ce qu'il faut pas, de toute façon. Ouais, non, il faut pas. Mais du coup, il a eu la conscience d'esprit de se dire stop. Après, la WWE lui a rendu quand même un bel hommage avec le Le Fame. Hall of Fame. Oui. Où on empêche un peu les deux de parler, quoi. Voilà, il y en a un qui parle plus que l'autre pour pas que l'autre parte trop en roue libre et que ça prenne beaucoup trop de temps. Alors, c'est lequel, alors, du coup? Bah, c'est Scott qu'on empêche de parler. C'est Rick D'accord, qui parce parle. que, donc, c'est Rick qui fait moins des promos cinglés que Scott. Parce que Rick, il a arrêté de cacher plus avant, il s'est un peu calmé, un peu posé. Scott reste toujours Scott. Toujours Et aussi puis, Rick, il a son fils maintenant aussi. fou. Ouais. Donc, tu peux peut-être moins te permettre de... Après, les deux, là, maintenant, sont très proches de WWE, même Scott. Ouais. Donc, il accepte les promos et tout ça. Bah, en même temps, il y a comment ça s'appelle? Comme t'as dit, il y a son neveu, qui est là, qui est probablement, on l'a déjà dit, la future grande star de la WWE. Bah, s'il capitalise pas sur lui, ce serait dommage. Ça, ce serait des gigs. Et, Ils en sont capables. voilà. Et, un peu toute la famille est dans le monde du catch. Donc, du coup, d'avoir des bonnes relations avec la WWE, ça ouvre des portes. Ouais. Donc, il a raison.
C'est quelqu'un de posé maintenant. Là, tu t'as vu en off, on a regardé où il explique le truc de Steiner Knight. Oui, tranquille. Où on voit que maintenant, c'est bon, il est apaisé, quoi. Et c'est vraiment, vraiment, là j'en ai des frissons, hein. C'est vraiment un des catcheurs que j'adore. Que vraiment, il m'a laissé un gros souvenir. Il n'y a pas de truc ultra marquant dans le in-ring, des trucs comme ça, à part les Steiner Brothers. Mais en solo, il n'y a pas de gros moments marquants en in-ring. Mais par contre, c'est tout le packaging. Et que le gars, il a été une longévité de fou aussi, parce qu'il a toujours été dans le monde du catch, faire des apparitions cool et tout ça. C'est quelqu'un, dès que je le vois à la télé, je trouve cool, quoi. Même si on peut considérer que sa carrière de catcheur actif, de catcheur, elle s'arrête en 2010, 2011, à la TNA. La TNA, il a quand même, ouais. Après, il catche plus, si, il vient faire des matchs une fois de temps en temps, quand même, hein. Ils l'ont rappelé, dans les voilà, actif à plein temps, c'est 2006, 2007. C'est jusqu'à 2010. Et après, c'est ponctuel pour faire c'est ponctuel, ouais, c'est ça, c'est ponctuel. Et j'ai besoin d'un petit chèque pour payer les factures. C'est ça. Et, au final, il finit, par un beau palmarès. Alors, vas-y. Beau palmarès, donc, 0 titre à la WWE. Oui, que ça, voilà. si! À part en Steiner Brothers, quoi. Par 0 équipe. titre solo. Oui, voilà. Mais du coup, c'est, comme j'ai dit, un des rares Triple Crown champions à la WCW. Donc, une fois WCW champion, 2 fois United States, une fois World Television, 7 fois champion NWA WCW. Donc, ça, c'est gros palmarès. Par équipe, avec Rick. 2 fois WWF Tag Team, avec Rick. Et 2 fois IWGP Tag Team au Japon. Ouais, donc il a une belle carrière malgré tout, quoi. Belle carrière, pas énormément de titres, mais c'est quand même des titres prestigieux. Est-ce qu'on peut considérer que ce mec a eu une plus belle carrière que ce qu'il aurait dû avoir, ou finalement il a été utilisé à son plein potentiel, ou non? Pour moi, la WCW, s'il avait continué, ça aurait été l'un des visages. Sauf qu'en fait, au moment où il est devenu l'un des visages, la fédération elle est crevée. Oui, et le visage d'une fédération qui coule. Voilà. La WWE, entre ses problèmes physiques et le fait qu'ils n'ont pas voulu s'en servir correctement, bah c'est dommage. Mais déjà, c'est l'un des plus grands champions par équipe, l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Tu l'as dit dans les 10 voilà, premières. donc je le dis, je le répète. Et en solo, pour moi, je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Finalement, peut-être que la carrière solo qu'il a pas eue, c'est son neveu qui l'aura. J'espère. Mais par contre, mine de rien, même s'il y a beaucoup de ratés ou de bas, et qu'après à la TNA, il a servi on va dire, de seconde main, ben, on se souvient de lui. Hein. Oui. C'est un des catcheurs, on sait qui c'est, quoi. Oui, Scott Steiner, tout le monde s'en rappellera. Voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, Messiah? Non, j'ai fait le tour. Donc, Messiah, on est sur une émission bien plus tranquille que d'habitude, bien plus courte. On est sur du 1h15, 1h20. Ouais, mais c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait parce que le racisme, ça va être une très grosse émission pour nous. Bret Hart, Kurt Angle. On vous prépare aussi un petit les tapés du catch. Oui. Avec des gimmicks et aussi les mecs qui sont vraiment tapés. Oui. Je pense que si Nico veut nous rejoindre, il pourra nous rejoindre, s'il a envie. C'est lui qui décidera. Donc ça nous permet d'avoir une petite émission de chill aussi, parce que de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir un peu discuter, souffler. Et là, je voulais vraiment faire cette émission parce que me tenait à cœur, parce que là, c'était plus, comme je vous ai dit, pas sur la carrière en soi, c'est plus sur l'émotion et le ressenti du catcheur. Et puis, ça permet aussi de pas encore, entre guillemets, si tu me permets, utiliser toute notre cartouche WCW. Oui. Parce qu'il reste Sting, il reste les Four Horsemen, oui. Il reste Ric Flair, Lex Luger. Ouais, mais je sais pas. Lex Luger, elle est prévue dans cette saison. Je sais pas. Non, c'est la saison d'après. C'est la saison d'après. C'est la saison d'après. Ou je sais plus. Je vérifie. Je sais plus. Je sais pas si Ric Flair, tu veux faire Four Horsemen et Ric Flair, ou si tu veux faire que Ric Flair. Moi, je pense qu'on fera en entier, mais ça sera encore une émission très longue. Ouais, Ric Flair, c'est Ric Flair, quoi. Donc je me dis finalement, tout doucement, Macho Man. Et puis bien sûr, Hulk. Ouais, lui c'est pour tout, lui. Lui c'est voilà. Mais donc je me dis c'est bien d'avoir pu faire un peu comme ça, de parler un peu de la WCW, de parler un peu des circuits indépendants, tout. Je suis très content et j'ai bien aimé faire cette émission et surtout j'ai appris plein de trucs. Oui. Et je remercie encore Nico et je suis content de l'avoir bien retranscrit, cette fameuse promo que tout le monde parle. Au moins vous l'avez en français. Voilà. Et ben merci à vous les amis. Bon, je compte sur vous pour faire vivre cette émission et de vous abonner, de mettre des j'aime, de nous rejoindre sur le Discord. Et ne mets pas la cloche. Voilà. Salut les amis. Salut.